losing my patience. I just came here to vent. Ok, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette table ronde sur la reconversion. Bonsoir. Cette table ronde sur la reconversion. Et je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous ont eu l'occasion, j'en reconnais quelques-unes, de venir à d'autres événements. Mais en gros, la DAWIC, pour vous la faire brève, c'est une semaine de forum avec un format assez divers, avec des formats assez divers, table ronde, conférences, ateliers. L'idée, c'était à la fois de questionner la problématique qu'est la sous-représentation des femmes dans les domaines des sciences et des technologies ou des STEM, et de la questionner par la pensée et par la pratique, c'est-à-dire d'essayer de favoriser une appropriation de la culture STEM par des ateliers. Donc, c'est ce qui s'est passé sur les 3 derniers jours. Là, cet après-midi, on a eu des ateliers excellents avec Wi-Fi et WeTalk à l'Hôtel Dieu. Ce soir, donc, c'est la reconversion. Pour nous, je pense que c'est un enjeu fort, c'est un enjeu au-delà de l'enjeu simplement féminin, c'est un enjeu sociétal, donc d'intérêt général. Savoir coder, savoir programmer aujourd'hui, ça devrait être paraître aussi évident que de savoir parler l'anglais. Donc voilà, je pense que c'était important et c'était un souhait de la part de Audrey, Alix et Anna d'aborder cet enjeu fort. Voilà, c'est une semaine qui s'est co-construite avec divers partenaires que je tiens à remercier. La fonderie qui nous a subventionné très largement, compte tenu du total, et tous nos partenaires événementiels. Donc voilà, j'espère que vous allez en profiter, j'espère que ça va vous apprendre des choses, j'espère que vous allez apprendre autant que moi j'ai appris au cours de ces derniers jours. Et je vous souhaite une excellente soirée. Du coup, bonsoir à tous et toutes. Merci d'être là. Juste rapidement, pour reprendre ce que disait Charlotte en fait sur l'événement, donc c'est toute une semaine, donc d'où les petits flyers qu'on vous a donnés. L'idée c'est qu'il y a 25 événements, 28 partenaires, donc 51 ou 51 intervenants, il y a aussi des hommes, 500 participants en tout et plusieurs formats, donc ateliers, conférences, table ronde. Ce soir on a voulu un format entre la conférence et la table ronde plus meet-up pour que les gens puissent justement venir et échanger sur leur parcours avec vous. Donc voilà, c'est plutôt qu'on décontracté et bienveillant. Et donc les organisateurs, donc moi je suis Audrey, je suis bénévole en fait dans la DAWIC, donc là je suis à titre personnel. Et il y a également 3 organisations qui soutiennent et qui ont organisé cet événement. Donc Social Builder, WeTalk et 4Ideas, que je vais laisser là maintenant se présenter. Bien, bonsoir. Donc, moi, c'est Audrey et je travaille pour donc, l'association Social Builder. Donc, nous, l'objet, notre mission chez Social Builder, c'est de concrétiser l'égalité et la mixité professionnelle au travers d'un certain nombre de projets, d'événements, etc. Et on a un volet très spécifique pour justement féminiser le secteur du numérique. On a notamment créé le forum Jeunes Femmes et Numérique. Donc, il y a eu déjà 2 éditions en 2014 et 2015. Donc, l'objectif du forum, c'est vraiment démystifier les métiers et permettre à des jeunes femmes qui, justement, ne sont pas déjà dans le secteur de découvrir les métiers et voir justement que les compétences à développer ne sont pas si exceptionnelles que ça pour entrer dans ce secteur hyper dynamique et qui offre un nombre d'opportunités exceptionnelles. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le programme Étincelle, où on a des représentantes ce soir du programme. En fait, c'est un dispositif d'accompagnement de jeunes femmes, là aussi, vers les métiers du numérique, qui sont soit entrepreneurs, soit en recherche d'emploi et qui cherchent à rejoindre le secteur. Et donc, on les accompagne sur un programme de 4 mois. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le site donc socialbuilder.org et ou à venir me voir à la fin de la soirée, voilà, avec plaisir. Et je laisse la parole à Anna. Bonsoir.
Moi, je m'appelle Anna Badurska. Je suis fondatrice de l'association qui s'appelle For Ideas, ce qui veut dire Initiative pour diversité, engagement, société civile. Mais ce qui se cache vraiment sous ce nom, c'est en fait un portfolio d'initiatives qui on ouvre pour le rendre informatique plus diversifié, plus démocratique, plus bienveillante. Donc, ce qu'on organise, ce sont des ateliers, des week-ends, des événements qui bon, non, qui ont un mot qui essaie de vous transmettre des connaissances ultra pratiques en tout ce qui est lié au numérique, codage, graphisme, tout ça. Donc, on organise des week-ends d'initiation au codage en langage qui s'appelle Python, par exemple, avec Fondation Mozilla. On organise aussi des stages de WordPress, de comment créer son site web, et de Photoshop, et aussi des ateliers de découverte, de démystification d'informatique qu'on appelle culture numérique. Donc voilà, j'ai rejoint Audrey pour le reste. Si vous avez intérêt, vous pouvez venir me voir, mais aussi il y a pas mal de gens qui sont déjà participés dans des initiatives de For Ideas. Donc voilà, on est ouverte pour vous répondre à vos questions. Merci. Et la parole à Alix. Merci. Et du coup, donc, moi, je représente WeTalk, qui est une association que j'ai cofondée avec 3 amis. Et on travaille pour l'empowerment des femmes. Donc, pas spécialement dans le numérique, mais moi, le numérique, c'est ma spécialité. Vous le verrez un peu plus tard dans la soirée. Du coup, voilà, donc Ada Week, les femmes. Voilà, ça nous paraissait logique d'être là. Du coup, alors juste rapidement, on voulait remercier aussi les partenaires qui nous ont aidés, donc 42 forcément qui nous a accueillis ici ce soir, et Redat et l'AFPI en fait qui nous ont aussi permis d'avoir un petit cocktail après derrière, après l'effort, le réconfort, et donc voilà, donc qui nous ont aidés aussi là-dessus, donc on les remercie. Donc voilà, après si vous voulez, toute l'année on va avoir des événements, parce que l'idée là c'est la première initiative, mais c'est que toute l'année on continue quand même à travailler sur ces thématiques-là, pour pouvoir voilà, continuer à vous donner de l'information. Donc on a le site web, le Twitter, le Facebook, le LinkedIn et l'Instagram. Si jamais vous voulez avoir des infos, du coup toute l'année vous pouvez regarder et on va continuer à animer en fait autour des thèmes sur l'initiative des femmes. Ok, donc pour continuer sur la lancée des réseaux sociaux, on a un hashtag que vous avez peut-être vu passer, c'est hashtag Adaweek tout simplement, et puis il y en a un deuxième qui est hashtag Je t'aime. Donc voilà, petite info pratique. Donc voilà, donc rapidement l'agenda ce soir, parce qu'on remercie aussi bien sûr toutes celles qui ont accepté de venir témoigner ici ce soir. Donc d'abord on va ouvrir avec Cyrielle Camanès, donc ingénieur système avec cloud computing chez D2SI. Ensuite ce sera Katia qui prendra le relais, donc développeuse Java, Scala freelance, qui travaille aussi chez Duchesse et MongoDB User Group, donc très active aussi dans le milieu associatif. Après il y aura Audrey, donc neveu, software engineer chez GeoCaps et aussi active dans le monde associatif, mais tu en parleras je pense tout toi-même. Ensuite, Alix, que vous venez de voir, donc, qui est freelance digital, Rouge le Fil et WeTalk, donc elle en parlera aussi. Et on finira avec Sonia, du coup, Prévost, donc, qui est Ruby développeur chez Agorize et Le Wagon. Donc voilà, donc passez une bonne soirée et puis j'espère que ça vous plaira. Merci. Donc déjà, bonsoir, on va commencer par là. Bonsoir à toutes et à tous, donc je m'appelle Cyrielle Camanès. Je travaille dans l'informatique, donc je code, mais ce n'est qu'une partie de mon travail. En fait, moi, je suis dans le monde de l'infrastructure. Donc la première question à laquelle je vais répondre, c'est mais qu'est-ce que c'est que l'infrastructure? Donc, vous êtes chez vous et vous allez vouloir vous rendre quelque part, représenté par la petite ville, et on va dire que vous avez choisi d'y aller en voiture. Pour pouvoir utiliser votre voiture, là, telle quelle, vous ne pouvez pas y aller. Donc, en fait, vous allez avoir des routes, des signalisations, etc., qui vont être mises à votre disposition pour aller à l'endroit où vous voulez aller. Puis, vous allez avoir des services qui vont être un peu plus connexes. Typiquement, vous allez utiliser un GPS ou alors même ce que vous recevez tous les jours, vous allez recevoir des courriers.
Alors en fait, cette image est super intéressante parce qu'en fait, on peut la traduire de manière informatique. Donc ici, la voiture, c'est mon application. Les routes, c'est mon réseau. Avec la signalisation, etc., parce qu'il y a une signalisation au niveau du réseau. Et les services, en plus, ça va être la partie système. Donc typiquement, le GPS, vous allez lui entrer une adresse que vous comprenez. Lui, il va le traduire en coordonnées géographiques et il va vous amener là où vous voulez aller. Ça, typiquement, c'est le DNS dans l'informatique. Et le courrier, c'est les mails que vous recevez dans votre adresse mail. Et pour le coup, si vous voulez aller plus loin, en fait, vous allez avoir d'autres moyens de transport. Et c'est exactement la même chose dans l'informatique. Vous allez pouvoir utiliser du Wi-Fi, vous allez utiliser votre mobile, etc. Donc, en fait, toutes les notions qu'on va avoir dans l'informatique, la plupart du temps, elles vont pouvoir être expliquées dans notre vie courante. Alors, pourquoi l'infrastructure? Pourquoi l'informatique? En fait, je suis née dans une famille qui est scientifique. Je ne suis pas très scientifique à la base. Ça a toujours été un peu compliqué pour moi, la logique, les mathématiques et tout ça. Mais j'avais envie d'y aller parce que, en plus de ça, mon père est dans l'informatique et donc je voulais lui montrer que je pouvais me rapprocher de lui. Pour le coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me tiens devant vous. C'est qu'à la base, j'étais pas faite pour ça. L'autre raison, c'est que donc moi, je suis dans l'infrastructure et ça fait 10 ans que je suis dans le monde du travail et je n'ai jamais eu de femme dans la même équipe que moi. Voilà, je suis un peu toute seule, que des hommes. Et que j'aimerais bien que ça se féminise un peu quand même. Et le troisième point qui est aussi super important, c'est qu'en fait, j'ai fait plusieurs métiers. Donc en fait, à ma manière, j'ai vécu quelques reconversions aussi. Donc une manière différente d'appréhender les choses, des nouvelles technologies, etc. Et donc, en fait, ma présence ici, c'est pour vous expliquer un peu mon parcours. Pour vous expliquer mon parcours, je vais revenir à mon année de lycée. Alors, comme vous le savez, c'est siloté, donc scientifique, on a accès à tout. Il y a économico-social, c'est quand on ne sait pas trop où nous caser. Et puis, il y a littéraire. Il s'avère que on m'a dit à moi, la scientifique, ça ira pas. Pas la carrure. Donc en fait, on a mis en économique et social. J'aime pas quand on m'impose trop des choses, en fait, ça me plaît pas trop. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est, rébellion, je vais prendre option maths. Bon, ça c'est fait. Je continue mes études, ça se passe super bien, j'ai des très bonnes notes. Mais bon, j'arrive au bout à la fin, il faut quand même choisir sa voie. Et cette petite idée d'informatique ne m'a pas quittée malgré le fait qu'on me disait que c'était pas possible pour moi. Et en effet, à l'université, c'est pas possible. Et je me suis dit, il y a des salons de l'étudiant, on va aller se renseigner un peu. Et je suis allée voir un BTS qui était d'ailleurs de mon lycée. Et puis je leur dis, BTS informatique. Et je leur ai posé la question pour moi. Ils m'ont dit, mais bien sûr, vous pouvez venir. Wouh, super. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais quand même pas m'arrêter là. Je vais faire un BTS, je prends la solution qui est à côté de moi. En fait, je vais voir si je peux pas aller plus loin. Et donc, j'ai essayé. Je suis allée voir des écoles, donc des DUT, qui ont un niveau un peu plus haut que le BTS, un peu moins appliqué. Et donc, j'ai eu des DUT qui m'ont dit c'est bon, vous pouvez y aller, c'est super intéressant d'avoir un profil comme vous. Et il y en a d'autres qui passent par un test de logique. Et le test de logique était catastrophique. Et donc, forcément, j'y suis pas allée. Mais ce que j'ai trouvé super touchant à cette période-là, c'est que moi, j'avais un peu peur quand même. Et en fait, ce jour-là, mon père, il m'a dit si c'est vraiment ce que tu veux faire, je te suis. Je serai avec toi, je t'aiderai. Et donc, en fait, je suis partie faire un DUT informatique. Et donc, ma première année a été quelque peu douloureuse, je vous avouerai, parce que c'était fait pour des scientifiques et que moi, j'avais juste fait des mathématiques. Mais j'ai redoublé, mais en fait, la chose que j'ai gagnée durant cette première année de pratique, c'est que j'ai compris cette logique informatique.
la chose qu'on m'avait dit que c'était pas possible parce qu'en fait, j'étais pas scientifique, en fait, j'ai réussi à l'appréhender et donc, je suis passée en 2e année. Haut la main. Et tellement haut la main que je me suis dit, il me propose l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quoi? C'est faire ses études donc en école et en parallèle être en entreprise. Donc c'est du moite-moite. Et donc en fait, là, j'ai fait du support niveau 1. Le support niveau 1, c'est super intéressant. En fait, on a les utilisateurs au téléphone et ils me disent, mon application, elle ne fonctionne pas, mon écran, il ne s'allume plus. Ah, en gros, on y va, on va changer l'écran, on va résoudre le problème sur l'application. Ça a été mon premier pas dans l'entreprise et franchement, j'ai déjà beaucoup appris. Et dans ce que j'ai appris, c'est la notion de sécurité. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait... je suis devant, pardon. Alors, il y avait la notion de sécurité. Alors, la sécurité, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était... comment on faisait pour être sûr que la personne est celle qu'elle prétend être? Comment on fait pour être sûr qu'elle n'aura accès que aux informations dont elle a le droit? Comment on fait pour dire qu'un utilisateur qui est mobile, qui peut être n'importe où dans le monde, va pouvoir retrouver un environnement de travail informatique comme s'il était dans les locaux? Alors là, je me suis dit, il faut que je creuse. Donc, même si j'avais décidé à la base de faire que mon bac+2, en fait, je me suis dit, je vais faire un bac+3. Et donc, j'ai opté pour une licence sécurité professionnelle, donc qui est faite pour rentrer directement dans le monde du travail après. Et vu que l'apprentissage, c'était quand même assez génial, j'ai fait apprentissage. Ce qu'il faut savoir sur l'apprentissage, c'est que en fait, c'est l'entreprise qui paye vos études et en plus, vous êtes salarié. Donc, ça évite d'aller à McDo pour avoir un peu de sous. Donc, sur cette année-là, en fait, j'ai fait des études qui étaient très pratiques parce que c'était fait pour rentrer directement dans le monde du travail. Et à côté de ça, en fait, j'ai fait surtout de l'étude, du concept, de l'architecture. Et en fait, c'était des notions que je ne connaissais pas à la base. Donc, je me suis dit, encore un truc à apprendre. Bon, je fais quoi? Je vais dans le monde du travail ou j'essaye de monter? Moi, je me suis dit, autant monter. Donc, je suis partie faire un master 1 et 2. Donc, j'ai quand même fini sur un bac+5 que j'ai réussi. Où là, j'ai donc approfondi ces notions qui étaient beaucoup plus haut niveau. Et à côté, je ne vais pas changer une formule qui gagne. J'ai fait apprentissage aussi. Et donc, là, j'ai mis des mains, comme on dit dans le jargon, dans le cambouis. Donc, j'ai mis les mains dedans. J'ai appris ce que c'était que l'administration système, ce que c'était le support client, donc qui était externe, c'était d'autres entreprises. J'ai appris ce que c'était que de mettre en place des solutions, de maintenir une infra, de communiquer avec les applications, etc. Là, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai beaucoup travaillé. Et pour le coup, quand je suis arrivée à la fin de mes études, je me suis dit, bon, est-ce que je continue là-dedans ou est-ce que j'essaye de voir encore autre chose? Parce que là, j'ai fait apprentissage, donc c'était très cadré, etc. Par contre, là, je rentre dans la vie active, donc ça y est, je deviens une dame. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je me suis dit que quand même, c'était important pour moi d'aller voir autre chose, de voir d'autres méthodes de travail, etc. Et donc, ma première expérience, c'était en tant que responsable développement. En fait, j'étais toute seule, donc j'étais responsable de mes devs, en fait. C'était une lourde responsabilité. Donc, pourquoi je suis rentrée dans cette société? C'est parce que donc c'était à peu près le même profil que dans ma société précédente, sauf qu'ils n'avaient pas de notion de dev à proprement parler. Et que donc, ils faisaient des outillages donc pour se faciliter la vie. Donc, un petit outil par là, un petit outil par-ci. Et puis, en fait, au final, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à ça. Et c'était un petit peu inconfortable pour eux dans leur vie de tous les jours. Donc, moi, ma présence, pourquoi j'étais là? C'était pour assainir, centraliser, faire en sorte que ce soit plus facile à utiliser, faire en sorte que quand on utilisait un script, alors dans l'infra c'est des scripts, vous c'est des programmes, nous c'est des scripts la plupart du temps, faire en sorte que quand on lance un script, en fait on est sûr du résultat, par exemple. En faisant ça, en fait, j'ai rajouté aussi la notion d'automatisation. Donc le principe de l'automatisation, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est la machine qui bosse pour nous, c'est quand même super bien.
J'aime beaucoup le principe vu que on a une petite phrase chez nous qui est un bon admin est un gros feignant. C'est-à-dire qu'il fait une chose une fois et puis ensuite, normalement, il n'a plus besoin de le faire. Il y en a qui connaissent, j'ai eu droit à un gros sourire. Ça fait plaisir. Bon, il s'avère qu'au bout d'un moment, enfin, à un moment, ma société a décidé de se déplacer. Donc, je suis passée de 2 minutes à pied à 1 heure de transport. Et je me suis dit, ben, pourquoi je vais peut-être en profiter pour changer parce que j'avais encore une soif de découverte. Et donc, je suis rentrée dans la société des 2SI avec Audrey. En tant qu'ingénieur middleware. Alors là, c'est pour la plupart tout le monde, hein, mais moi, la première, en fait, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je ne savais pas exactement où je mettais les pieds, je savais juste à peu près les vagues notions. Et je vais vous les expliquer maintenant. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans mon petit dessin très artistique, c'est que, si ça marche, c'est que, je me suis remise devant, dis donc. C'est que les applications reposent sur le réseau et le système. Donc en fait, vous avez la partie infra et la partie application. Des fois, les applications, elles ont besoin de communiquer entre elles sur des protocoles qui n'existent pas. Donc en fait, elles vont se créer leur propre langage. Ça va être du XML, ça va être du JSON. Et typiquement, un exemple de ça, c'est vous allez avoir un serveur web qui va pondre du HTML et en face, vous allez avoir une application, votre browser, donc il y en a plein qui sont disponibles. Et lui, en fait, il va le traduire, va l'interpréter, vous allez avoir une belle page. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les sources, mais c'est ce que voit le serveur et c'est pas très beau. Et donc, en fait, le middleware se situe à cet endroit-là. Donc, c'est là où, en fait, on va avoir une sorte d'endroit où les applications vont pouvoir communiquer. Je suis perdue. Donc, en fait, faire ça, ça signifiait aussi que j'avais un certain nombre de rôles, de casquettes. La première, c'était d'expert technique, parce que c'était moi qui gérais ma partie middleware, donc mes technologies. Et donc, j'étais la référente sur ces sujets. C'est-à-dire qu'une application qui avait des besoins, elle venait poser des questions, mais comme pour la partie infra, parce que finalement, c'était quelque chose qui les impactait. J'étais aussi en support technique. C'est-à-dire que s'il y avait des problèmes, si le service était arrêté, que ça ne fonctionnait plus, bah, typiquement, c'était moi qui étais appelée la nuit. Entre autres. Ça arrivait aussi de jour. J'avais aussi le rôle d'architecte parce qu'on avait une infrastructure d'à peu près 200 machines. Donc, quand on voulait faire évoluer notre infrastructure, il fallait la définir, etc. J'ai joué aussi un rôle d'architecture au niveau des applis parce que dépendant de ce que je leur dis, de comment on travaillait, bah, leur application, en fait, elle devait changer un peu. Enfin, en tout cas, elle devait s'adapter. Et aussi en médiateur. Et là, c'est super important, c'est que vu que j'étais entre les applications et l'infra, il faut savoir qu'ils sont un peu tiraillés. L'application vers le haut, ça doit aller très vite. Et le système et réseau en mode hop, 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 doucement, il faut que ce soit stable. Et donc, en fait, moi, mon but, c'était de faire en sorte que les contraintes et les besoins de chacun soient respectés pour qu'en fait, bah, à la fin, ça fonctionne et qu'on n'ait pas d'incident. Je vous avouerai que faire tout ça, c'était fatigant. Et donc, en fait, au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, j'ai un peu fait le tour au niveau technique, je ne m'amuse plus. Et je suis un peu fatiguée et surtout, je commence à avoir envie sérieusement de faire autre chose. Et c'est là que j'ai un collègue qui rentre en jeu et qui me dit, bah, écoute, si tu veux faire autre chose, c'est cool parce que nous, dans l'équipe projet, on a besoin de quelqu'un. Et un peu de ton acabit qui sait parler avec tout le monde, qui est carré, qui sait faire de la documentation, ce genre de choses. Donc, je suis rentrée dans l'équipe projet en tant que consultante sur le cloud computing. Donc, en fait, c'est quoi le cloud ? On en entend énormément parler. Alors, c'est pas c'est pas un nuage, en fait. Il y a vraiment quelque chose derrière. Et ce quelque chose, en fait, c'est des infrastructures complètes, dont des bâtiments, des machines, du réseau, tout ce qu'il faut pour fournir un service. Et bien entendu, derrière ça, il y a des milliers de personnes, hommes et femmes d'ailleurs.
Donc, je suis montée en compétence sur ce sujet que je ne connaissais pas avant d'y mettre les pieds. Et je suis arrivée donc chez les clients en tant qu'expert. Donc la première chose que je fais quand j'arrive chez le client, c'est déjà que je l'écoute. Parce que ça permet de mettre un premier niveau de confiance et de savoir exactement pourquoi on est là. C'est plutôt pas mal en tant que consultante parce qu'en général, c'est sur une durée qui est plus ou moins courte. Donc le but, c'est d'avoir un vrai premier contact de confiance. À partir du moment où on a la confiance, il va y avoir aussi une réelle expression de besoin, les peurs, les contraintes, etc. Et à partir du moment où on a toutes ces informations, ce qu'on va pouvoir faire, c'est proposer des solutions. Alors, quand je dis proposer des solutions, il y a même des fois où c'est moi qui vais le faire et je vais apporter la solution, je vais mettre les mains dans le cambouis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que, typiquement, moi je travaille sur Amazon, AWS. En fait, partir sur le cloud, c'est revoir son métier. C'est plus travailler de la même façon, c'est prendre en compte des nouvelles contraintes, c'est être libéré d'autres contraintes qu'on se traîne comme un boulet depuis des années. Donc en fait, fournir une solution, c'est bien, mais par contre, accompagner fait aussi partie de mon travail. Donc je les accompagne d'une part pour qu'ils appréhendent mieux cette nouvelle technologie, c'est un enabler en fait. Et je les accompagne aussi pour limiter les peurs, parce que l'inconnu fait peur. Donc chaque jour, quasiment chaque jour chez mon client, je les accompagne, je les rassure, etc. Et c'est l'une des parties les plus importantes et qui fait qu'ils ne veulent pas me voir partir. Ou alors qu'ils recommandent des jours, d'ailleurs, c'est plutôt pas mal pour ma boîte. Donc en fait, à partir de... Donc là, c'est ma situation actuelle. Hein. J'en ai fini là pour mon expérience. En fait, j'ai 3 points qui sont super importants. C'est que donc quand j'ai commencé, j'étais pas faite pour l'informatique. En tout cas, tout le monde l'a dit. J'ai fait grincer des dents à un certain nombre de personnes. Tu vas droit dans le mur, etc. Et en fait, j'ai fait preuve de persévérance. J'ai dû me structurer. J'ai dû faire un certain nombre d'efforts pour pouvoir appréhender un certain nombre de choses. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, en tant que consultante, et même dans mes expériences passées, qu'en fait, tout ce que j'ai réussi à construire, c'est une force parce que c'est quelque chose qui me manque pour ce qu'on appelle les geeks, qui sont un peu plus côté cow-boy parfois. En fait, nous, on va arriver en mode « Ah bah ouais, mais non, il faut le faire. Si on le fait bien. » Voilà, ça déjà, c'est un truc qui est quand même super rassurant quand on veut arriver à la fin d'un projet. La deuxième chose, c'est que les mentalités changent. Je m'en suis déjà rendu compte au fur et à mesure des années, parce qu'en fait, ça fait donc 10 ans avec mon apprentissage que je suis dans le monde de l'informatique, plus précisément dans le monde de l'infrastructure. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, les gens sont beaucoup plus... Les hommes sont beaucoup plus ouverts à accueillir des femmes dans leurs équipes. Et surtout, je le vois suite à mon passage. Et c'est ça qui est super fort, c'est que des personnes, enfin des entreprises, des équipes que je quitte, en fait, sont beaucoup plus ouvertes à avoir des femmes. Et j'ai des exemples, en fait. Une société dans laquelle j'ai été pendant mon apprentissage, maintenant, il y a 4 femmes. Alors qu'à la base, j'étais un peu l'extraterrestre, on ne savait pas pourquoi j'étais là. Et le dernier truc sur lequel c'est super, je veux encore appuyer parce que vraiment c'est important, c'est que la logique informatique, ça s'apprend. Donc que ce soit dans le développement ou que ce soit dans le monde de l'infrastructure, surtout dans le monde de l'infrastructure, en fait, on peut faire énormément d'analogies. Je peux à peu près tout vous expliquer avec des choses que vous faites, que vous avez tous les jours dans votre environnement. Et donc en fait, au final, vu que ça s'applique un peu à notre vie, on peut l'appréhender. Il n'y a pas de blocage réellement. Donc en fait, vraiment, la chose que je voudrais vous dire, c'est si vous avez envie d'y aller et de vivre cette expérience, allez-y. Vraiment, allez-y. Et puis,
Bah, en fait, je suis un peu avec de l'émotion, donc en fait, je vais juste dire merci. Bonsoir tout le monde. J'attends que la presse soit affichée parce qu'il y a un joli slide pour me présenter. Donc voilà. Ah oui, j'ai besoin des petits trucs. Merci. C'est celui-là. Ouais. Bon, voilà, moi je m'appelle Katia Desti. Et ça fait partie du réseau du CES France, qui est un réseau de femmes techniques, la plupart d'entre nous des développeuses, mais il y a aussi des sysadmins, par exemple. Et je suis développeuse depuis 10 ans, professionnellement, et dans 7 ans en France, déjà. Et on m'a demandé du coup de venir pour raconter un peu mon parcours, ce que c'est d'être développeuse, et quelle est l'expérience que j'en tire de ces 10 ans. Donc déjà pour commencer, moi je suis née en 82 et j'étais voilà, à la mode de l'époque. J'étais vraiment une fille comme les autres, hein, à cette époque. Et dans les 1986, l'anniversaire de mes 4 ans, mon père, déjà, il m'a parlé, il m'a dit c'est le moment que tu saches que tu seras ingénieur. Voilà. Et moi, en fait, je comprenais rien, mais moi, j'adorais mon père et je disais, bah oui, effectivement, je serai ce que tu veux. Lui, il n'est pas ingénieur pour le coup, mes parents sont comptables. Mais lui, il voulait, pour lui, le métier d'ingénieur, c'était le métier qu'il fallait faire. Et donc, après, même si c'était ingénieur, c'est pas pour autant qu'il m'a juste donné, il a juste choisi des jeux pour moi en mode ingénierie. J'ai eu deux choix. Donc j'ai joué avec beaucoup de poupées. Mon frère était vraiment le bébé avec lequel j'ai joué à être maman le plus. Mais j'avais mon roller, j'avais mon vélo. J'ai joué énormément au Lego, aussi aux jeux vidéo quand ils sont sortis, Zelda, Mario, machin. Donc vraiment j'ai eu beaucoup de choix. Niveau activité, quand j'étais enfant et ado, j'ai fait énormément de danse, des peintures. Le théâtre, les cours d'anglais, comme d'habitude. J'ai pas appris le français, je l'ai appris plutôt en France. Et donc, vraiment, des trucs artistiques, ça me passionnait énormément. Et j'étais une ado comme les autres. En fait, quand j'étais ado, j'étais vraiment très mal dans ma peau. C'était les deux sentiments que j'avais le plus souvent, l'énervement et la colère contre ce monde, et puis les dégoûts pour tout. À ce point que du coup, j'étais plus scientifique. À cette époque, j'avais 17 ans. J'étais plus scientifique que littéraire. Mais malgré tout, j'ai fait un test à cette époque pour savoir quels étaient les parcours que je devais suivre. Et quand j'ai fait mon test, moi, j'avais dans mes idées, dans la tête encore ingénieur, parce que ça, c'était quand même resté. Littéraire, non, j'étais pas très littéraire, donc ça, j'aimais pas. Médecine, les sangs, j'aime pas. La bio, les animaux, j'aime pas trop, à part le chat et les chiens. Voilà, ingénieur, ok, ingénieur, mais ingénieur en quoi? Mais déjà, c'est quoi être ingénieur? Je comprenais rien, et à la fin de ces tests, c'était rien. En fait, les études que tu dois faire, c'est rien. Donc, super. Mais ce que j'étais un ado comme les autres, là, ce qui a marqué vraiment un avant et un après, c'est qu'au lycée, à un moment donné, on a eu le choix de prendre comme sujet informatique. On avait en fait 3 choix, psychologie, français et informatique. Et moi, j'ai pris informatique parce que la psychologie et le français... Moi, français, je pensais que ça me servait à rien. Donc, c'est marrant. Et en fait, moi, à cette époque, j'avais du coup 17 ans. Et c'était quand Internet commençait. On avait déjà Internet à la maison. Mon père, il voulait vraiment les dernières technos de tout, même s'il n'est pas du tout geek en réalité, mais il voulait avoir les derniers trucs, téléphone portable, machin. Et du coup, on avait déjà Internet. Et je me suis dit, je vais faire informatique. Et ce qui a été drôle, et que ce qui a vraiment fait un truc, et qu'on a appris pendant 3 mois à coder en Pascal. Donc, c'est quoi le code? Coder en Pascal, c'était vraiment d'écrire des petits programmes juste pour afficher un triangle dans l'écran, un petit carré, faire des petits algorithmes, vraiment rien d'extraordinaire. Mais je me suis dit,
c'est marrant en fait. On peut écrire des choses que l'ordinateur va comprendre et créer. Donc c'est créer des logiciels ou créer des choses. Et donc je me suis dit, bah voilà, bah, ce que je vais faire, ça marche là? Oui. Donc je me suis dit, je vais faire plaisir à mon père, je vais faire ingénieur, un bon bac plus 5 à l'université comme il faut. L'école d'ingénieur, bon, c'est un peu différent qu'en France, en Espagne. Et je vais faire, voilà, j'ai fait software engineering. Et en fait, quand je suis arrivée en première année, on a commencé avec le Pascal. Donc j'avais déjà une petite base, ce qui m'a permis d'être assez, de commencer un peu avec quelque chose que je savais déjà et d'être un peu meilleur que peut-être d'autres personnes. Quelque part, cette logique de coding s'est déjà installée. Et, mais en fait, après, au fil, on a appris du Pascal, on a appris du C, on a appris du Java, on a fait des applis pendant ces 5 années d'études. Ça n'a fait que confirmer qu'effectivement, moi, ce que j'aimais, c'est vraiment de créer des applications web, des applications desktop, etc. Ce que ça m'a confirmé. Et donc, j'ai fait un parcours assez classique des développeuses. J'ai commencé dans une grosse société qui s'appelle Sopra Group, dans laquelle je suis restée 3 ans à Madrid et depuis après 2 ans à Paris. J'ai fait une mutation pour venir en France. J'ai intégré des équipes de développement plutôt Java pour créer, je vous expliquerai un peu après. Après, je suis partie dans une boîte de consulting plus petite, mais encore une fois, pareil, rejoindre des équipes pour développer des applications pour des clients. Et depuis 3 ans, je suis freelance. Et donc, ça fait 10 ans que je code principalement autour de technologies Java, Scala. Scala, ça fait partie quelque part de l'écosystème Java, de l'écosystème et de l'HTML, JSS, JavaScript, CSS, c'est la partie qui correspond au front-end, la partie web. Donc, moi, pendant 10 ans, quand effectivement, j'ai été confrontée à beaucoup de mythes autour du métier du développeur. Et moi, je voudrais faire face à des mythes et des réalités de ce que c'est d'être développeur ou développeuse dans ce cas-là. Donc, le premier, c'est que c'est un truc de mec. Tout de suite, on imagine que pour les mecs, c'est vraiment, ils sont faits autrement et ils aiment coder parce qu'ils sont faits autrement. Alors qu'effectivement, le premier dev, c'était Ada Lovelace qui est considérée la première développeuse. Même si on n'est pas très visible, quand on se rassemble, on peut l'être. Et effectivement, il y a des filles développeuses. C'est un métier pour les filles. Les filles, on est diverses. On vient toutes des différents parcours. Moi, j'ai fait un truc assez classique, ingénieur en informatique, mais il y a des filles qui ont fait des maths, des autodidactes, qui ont fait d'autres parcours très différents et qu'on travaille dans l'informatique, dans différentes technologies et qu'on est codeuse. Donc, notre mythe, les devs travaillent seuls. C'est vraiment, tu es derrière ton écran toute la journée, tu parles à personne, juste à ton ordi et c'est tout. Ben, c'est faux. Déjà, on fait beaucoup de travail en équipe pour décider pour les tâches à faire avec des réunions, pour voir un peu ce qu'il faut faire. C'est en équipe. On travaille souvent en pair programming, donc on est à 2 dans l'ordi pour coder ensemble. Donc c'est vraiment très social. Et en plus, il y a plein de soirées sympas autour pour faire de l'apprentissage. Donc, c'est absolument pas un métier dans lequel, si tu es solitaire, tu es bien. Au contraire, je pense que c'est plutôt bien qu'on soit qu'on soit social, parce que c'est, comme elle a évoqué, je ne me souviens plus, l'intervenante d'avant, que l'effet de parler avec les clients et d'être quelqu'un qui communique, c'est très important et c'est quelque chose qu'il faut développer au-delà du skill de coding. Donc, no life, ça c'est un autre mythe. Oui, les développeurs, finalement, ils passent toute la journée dans leur ordi, ils rentrent chez eux, ils continuent dans les ordis, etc. Écoutez, moi, parfois, je le fais. Oui, j'ai geek un peu à la maison, mais je ne fais pas que ça.
Moi, j'ai ma famille, moi, j'ai voyage, je vois mes potes. D'ailleurs, parmi ces filles-là, il y en a deux qui sont développeuses aussi, qui ont leur famille. Il y a le temps pour tout faire. En fait, il y a un temps pour tout. Et je pense qu'on peut avoir une vie complète, être geekette et en même temps faire la danse et en même temps faire du théâtre, en même temps voilà, faire du escrime, des sports, son copain, sa famille, etc. Un autre mythe, c'est trop mathématique. C'est plutôt un procès d'ingénierie codé, mais qu'on apprend. C'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de faire une ingénierie ou faire des études d'ingénieur pour acquérir ça. Mais c'est vraiment un procès d'ingénierie dans lequel il y a un souci. On va chercher les problèmes, on va brainstormer une équipe, on va construire quelque chose, on va le tester, on va présenter des solutions aux clients, on va voir, et on va l'améliorer en permanence. En fait, c'est ça qu'on fait dans les applications. Si vous voyez, quand n'importe quelle application web ou portable ou n'importe quoi, il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des trucs. C'est ça, en fait. C'est un cycle constant. On ne le fait pas une seule fois et c'est fini. C'est vraiment quelque chose qui s'améliore en permanence. Et du coup, pour moi, c'est ça qu'il faut être, curieuse. Curieuse et curieux pour vouloir aller au-delà, chercher les dernières technos, apprendre tout le temps. C'est plutôt ça, cette créativité et cette curiosité qu'il faut vraiment développer, plus que être super bon en maths. Vraiment, tu peux être très bon en maths et être un très mauvais codeur. Et au contraire, des personnes j'ai connu des gens qui étaient absolument pas du tout scientifiques à la base et c'est des personnes qui m'ont vraiment impressionné et qui sont des meilleurs développeurs, des développeuses que j'ai connues. C'est difficile, ça dépend. Pour moi, ça, c'est difficilissime. Mais j'y vais 2 fois, j'y suis allée 3 fois de ma vie. C'est difficile tant qu'on ne le fait pas assez. C'est ça qu'il faut faire pour apprendre à coder, c'est coder et coder et coder et coder, comme n'importe quoi. Ça s'apprend, ça se pratique en permanence, on s'améliore. Et donc c'est pas difficile, c'est juste une question pratique. Et qu'il faut faire la veille technologique, comme j'ai dit, être curieux et chercher et apprendre avec les autres. Et donc, j'ai des problèmes avec ça. On a plein. Ce qui est bien d'être développeur, et que c'est pas comme, par exemple, être médecin. Pour apprendre à être médecin, il faut être confronté à des patients, travailler dans un hôpital. Il faut aller à l'hôpital et travailler dedans, admettons. Pour apprendre à coder, tout est en Internet, en fait. On peut beaucoup travailler chez soi et faire plein de cours online. On peut devenir vraiment très très fort en regardant, en travaillant chez soi et en se formant tout seul. Via des événements aussi, parce que si tu fais tout le temps tout seul, c'est pas terrible. Du coup, il y a plein d'événements, des meet-up qui permettent d'apprendre et d'acquérir des bases et de s'améliorer et de se lancer dessus. Et donc là, peut-être vous demandez concrètement, du coup, qu'est-ce que tu fais ? En gros, c'est ça que je fais. Je code, c'est-à-dire j'écris des programmes dans mon ordinateur, souvent à 2. On brainstorm sur des soucis et on décide après comment on va l'implémenter. Justement, lui, c'est le gars qui est à côté de moi. On peut aussi faire un peu le con au travail et préparer des conférences ou être là dans l'open space à se marrer parce que vraiment, on a des très bons moments quand on travaille. Et pareil, je suis là en train de parler à mon client et lui montrer ce qu'on a fait et il valide, il est content ou pas. En gros, c'est un peu ça. Et ça, les codes m'a permis travailler dans des trucs aussi divers comme les systèmes qui génèrent la carte vitale en France, les sites de recherche d'emploi, cadre emploi, MAPI et toute la recherche des points d'intérêt et de la carte et tout ça. Et là, ma dernière mission, je suis chez Libon, qui c'est une appli qui permet de faire des calls gratuites, un peu comme entre Skype et WhatsApp. Et moi, je travaille dans une des briques logicielles de cette appli-là. Et du coup, en fait, la conclusion que j'en tire, c'est qu'en fait,
on peut coder, on peut le faire. C'est pour des hommes, pour les femmes également. On l'apprend et que voilà, c'est les mêmes conclusions à peu près que ce qu'elle a fait l'intervenante précédente. Allez-y et c'est vraiment un métier passionnant et bon, moi j'adore. Donc voilà, j'ai fini. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc une énième Audrey. Il y en a plein ce soir. On fait dans l'originalité. Merci. Donc moi aussi, je suis développeuse et je trouve que je fais le plus beau métier du monde. Alors, à l'heure actuelle, je suis développeuse chez Geocaps, qui est un réseau social géolocalisé, qui est en fait une toute petite start-up. Je suis un peu le développeur principal, vous voyez. Et je travaille de ma chambre, c'est sympa. C'est pas mal. Et à côté de ça, j'ai été effectivement beaucoup investie dans plusieurs communautés. Celle qui m'occupe le plus aujourd'hui, c'est Devox for Kids, qui, d'ailleurs, on a fait un super Devox for Kids ici il y a quelques mois. C'est une initiative mondiale dont le but est d'initier les enfants à la programmation, de leur faire découvrir la programmation via des ateliers d'une journée avec plusieurs workshops, etc. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter également, comme ça vous aurez l'actu de Devox for Kids. Alors, c'est rigolo parce que vous allez retrouver plein de trucs qu'on vous a déjà dit. Donc, comme ça, vous allez voir, on ne vous ment pas. Ça, c'est moi à 8 ans. Alors, en fait, c'était plutôt bien parti pour moi, hein, parce que quand j'avais 8 ans, j'avais deux passions. J'avais les Lego, donc on m'offrait que des Barbie. Là. Et le logo. Et en fait, logo, c'est tout simplement, quand j'avais 8 ans, il y avait un truc qui s'appelait l'informatique pour tous. C'était un programme qui avait été lancé à cette époque-là. Et j'avais la chance que ça soit appliqué dans mon école. Donc, une fois par semaine, pendant 1 heure, on m'emmenait dans une autre école de la ville où il y avait une salle informatique. Et là, j'avais d'ailleurs une professeure qui m'apprenait à coder en logo. Donc, logo, c'est une petite tortue qui est là. Vous voyez, et on lui donnait des instructions très très basiques, et on dessinait des formes, et ok, quelques années plus tard, nous n'insisterons pas sur le nombre d'années, ça paraît un peu nul, mais c'était génial, c'était vraiment génial, j'adorais ce truc. Et du coup, quand j'ai eu 14 ans et que j'ai un peu un papa comme Katia, il vient pas du tout de l'informatique, mais alors il est à fond. Il faut toujours qu'il ait le dernier ordinateur, le dernier téléphone, le dernier machin. Et du coup, j'ai eu très rapidement un ordinateur personnel, à l'époque où c'était pas encore très très courant quand même, avec la super connexion qui va bien. Je pense que ça rappellera des souvenirs. Alors ça a changé ma vie. Pour que vous compreniez bien à quel point ça a changé ma vie, il faut que je vous explique que j'ai grandi vers là. Ça s'appelle le milieu de nulle part. Hein. Tous les patelins autour s'appellent quelque chose la campagne. C'est pas pour rien. Il n'y avait même pas de bus de ramassage scolaire. Alors vous imaginez bien que j'avais des tonnes d'amis. Vraiment beaucoup. Surtout que, bon, j'étais un petit peu la seule fille intéressée par l'informatique au lycée. Alors, du coup, c'était génial parce qu'en seconde, j'avais le choix entre option économie et option informatique. Je suis partie en informatique. Et j'ai eu des super cours de Word et d'Excel. J'ai appris à taper comme une dactylo aussi. Ça... Bon, voilà. Et du coup, à la fin de l'année de seconde, j'étais pas beaucoup plus avancée. Hein. De toute façon, c'est pas très grave. Il n'y a plus d'options informatiques après. Donc, j'ai rattrapé l'année d'éco. Je suis un petit peu comme Cyrielle, on savait pas trop où me mettre, alors on a dit bon allez va en ES et puis fais option maths parce que t'es pas trop mal quand même en maths, alors ça va passer. Voilà. Alors c'était bien, hein, mais quand je suis arrivée au moment du bac, je savais toujours pas quoi faire. Alors j'étais toujours à la pointe de la techno grâce à mon papa. Et le seul truc qui me plaisait en dehors de l'informatique, c'était l'art plastique, puisqu'au moment de la seconde, j'avais aussi pris l'option art plastique et que ça c'était génial. Donc vous imaginez bien qu'entre le côté geek et le côté artiste, ma cote de popularité a grimpé en flèche. Hein. J'avais beaucoup d'amis imaginaires. Et donc, j'arrive au moment du bac. Personne ne me parle d'informatique parce que moi, je viens pas du tout... Il n'y a aucun informaticien dans ma famille. C'est des artisans, des transporteurs, etc. C'est pas... Voilà.
Au lycée, c'était loin les profs, hein, ils savaient pas, personne connaissait les métiers de l'informatique, voilà. Tout ce que j'en connaissais, c'était un petit peu, vous savez, les réparateurs, les gens à qui vous amenez votre PC quand le disque dur a cramé et qu'il faut bien le remplacer. Ça me disait rien. Je connaissais vaguement l'informaticienne de l'entreprise de mon père, mais bon, c'est pareil, ça me semblait pas très très sexy, c'était de la maintenance, tout ça. Bon, voilà, je savais pas quoi faire, pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, j'ai une autre passion, je vais foncer là-dedans. Donc, j'ai dit à mon père, bah, je vais faire les beaux-arts. Et mon père m'a répondu, tu vas faire école de commerce. Nous avons eu quelques discussions un petit peu animées, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, nous avons cherché un compromis. Le compromis en question était une prépa à appliquer. Alors, une prépa à appliquer, c'est une école préparatoire aux écoles de type Boulle, etc. Donc, vous pouvez faire vraiment plein de choses après, du design à l'ébénisterie, à la publicité, j'en passe. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que ce genre de métier, on vous demande de créer, mais on vous demande de créer pour vendre. Et ça, je ne savais pas faire. J'y arrivais pas. Ça m'a bloquée. Ça m'a bloquée et je me suis retrouvée au même point que quelques mois plus tard, finalement, parce que je savais à nouveau plus quoi faire, mais plus du tout. Alors bon, j'aurais pu éventuellement choisir une fac au hasard, hein, comme ça. Hein. Bon, ça me disait rien. Alors, je me suis mise à travailler. Et j'ai fait vraiment plein de métiers. J'ai été VRP, ça n'a pas duré longtemps ça. Hein. J'ai été serveuse, j'ai été hôtesse d'accueil, j'ai été standardiste. Comme j'avais une superbe formation initiale en Word et en Excel, à un moment j'ai progressé. Je suis devenue assistante de direction, je travaillais dans le cinéma. J'ai travaillé dans la publicité, j'ai même bravé l'interdit familial, j'ai travaillé dans le transport. C'est le seul truc qu'on m'avait interdit. Et puis j'ai fait ça donc quelques années, jusqu'en 2008. Puis en 2008, mon dernier contrat en logistique se terminait au mois d'août. Et il y a un petit truc rigolo qui est arrivé en septembre, ça s'appelait une crise financière. Et à ce moment-là, il faut savoir que même en région parisienne, même avec de l'expérience, sans diplôme, il n'y avait plus de boulot, c'était fini. C'est pas grave, je l'ai pris comme un signe, je me suis dit que c'était peut-être le moment de retourner à l'école finalement, et puis surtout de choisir quelque chose qui me plaît, de faire un métier que j'ai choisi, parce que ça m'a appris des choses. J'ai fait des choses qui m'ont intéressée plus que d'autres, j'ai appris énormément, mais j'ai jamais choisi les métiers que j'avais faits. Je prenais un petit peu les métiers qu'on acceptait de me donner. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir votre conseillère Pôle emploi. Moi, c'était la NPE à l'époque, mais le principe reste le même. Je lui ai dit que je voulais faire un bilan de compétences parce que voilà, j'en avais marre, je voulais trouver un métier. Donc elle m'a dit très bien, on y va. Alors un bilan de compétences, comment ça se passe ? C'est un prestataire privé, en l'occurrence. Vous avez un conseiller qui va vous suivre, qui va faire un premier entretien avec vous, qui va vous faire des tests de personnalité pour essayer de faire émerger un petit peu des choses, des compétences, des envies, des choses comme ça. Alors, évidemment, moi, sans surprise, ce qui est ressorti, c'est le côté nouvelle technologie, le côté créatif, et puis l'envie de réaliser des choses concrètes. Voilà, j'aimais bien le fait de construire quelque chose, etc. Alors, la suite à ça, c'est qu'on vous demande d'identifier 3 projets réalistes et réalisables. Alors, réaliste et réalisable, ça veut dire que dresseur de licorne ou astronaute, c'est sympa, mais on va peut-être le garder comme hobby, éventuellement. Hein. Et puis, on va essayer de trouver du concret. Alors, pour ça, ils ont un super truc, c'est un logiciel qui va répertorier tous les métiers qui existent, tous les métiers possibles. Vous imaginez bien que ça fait une sacrée liste, donc c'est trié par domaine d'activité. Et puis, voilà, comme ma conseillère m'avait dit, attendez, si l'informatique, vous me dites que vous en faites depuis que vous avez 14 ans, il faut peut-être s'y mettre, là, il faut peut-être y aller. Donc, j'ai commencé à regarder dans les métiers de l'informatique, voilà, je passais la liste comme ça. Puis à un moment, il y a un truc qui a fait tilt. J'ai vu un métier où on était payé pour jouer au Lego, en fait. C'était développeur. Je me suis dit, mais c'est génial ce truc, c'est tout moi, ça me parlait réellement. La description du poste, tout de suite, ça a pris vie dans ma tête. Donc c'est bon, j'avais décidé. Bon, j'ai quand même essayé de bricoler 2 projets à côté, mais enfin, je n'ai pas mis beaucoup d'efforts, je ne vous le cacherai pas. Et du coup, l'étape après, c'est que vous choisissez votre formation, puisque
dans la formation pour adultes, c'est exactement comme au moment des études, c'est que vous avez plusieurs options disponibles. Donc moi, effectivement, elle est un petit peu récalcitrante. J'ai choisi l'AFPA parce que voilà, les options que j'avais à l'époque, c'était éventuellement le Greta, qui se faisait en alternance. Je trouvais ça super intéressant. Le problème, c'est que j'étais revenue dans le trou paumé là, que vous avez vu tout à l'heure, et que l'alternance dans le développement dans cette région, c'était pas très simple à ce moment-là. Après, il y avait le CNAM. Alors le CNAM, c'est une excellente formation de vraiment très haut niveau, mais c'est en cours du soir. On vous demande de valider un certain nombre de modules. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant de participants au module pour que le module soit ouvert. Donc je ne savais pas exactement à combien de temps ça m'emmenait. Et ça me gênait un petit peu. J'étais un petit peu pressée. J'avoue, j'ai mis du temps à trouver, mais alors une fois que j'étais partie, je m'arrêtais plus. Donc j'ai pris l'AFPA. Parce que l'AFPA, en 5 mois de cours et 3 mois de stage, je terminais avec un titre professionnel de niveau 3. Donc un titre professionnel de niveau 3, c'est un équivalent de BTS. Simplement, il est délivré par le ministère du Travail. Et donc, sur ces 5 mois de cours, c'était très simple, hein, c'était réparti en 2. Il y avait 2 mois et demi sur Java et puis 2 mois et demi sur PHP. Donc là, j'ai eu mon deuxième coup de cœur dans la vie, parce que j'ai découvert Java, alors là, ma vie a changé. Et donc, j'ai même pas fait PHP, hein, du coup, je me suis arrêtée au premier langage. Celui-là, il m'allait bien, il me parlait bien. Et alors, ce qu'il faut savoir sur l'AFPA, c'est qu'en réalité, c'est pas vraiment 5 mois de cours. Vous avez quelques cours et puis c'est beaucoup de pratique. Alors c'est pas plus mal, hein, parce que comme Katia vous l'a dit, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis surtout, ça m'a permis de découvrir les 2 mantras du développeur, RTFM et Google is your friend. Parce que c'est pareil, Katia vous l'a dit, il faut être curieux quand on est développeur. Et c'est vrai, il faut avoir envie d'apprendre, envie de trouver la solution. C'est comme des nouveaux challenges à résoudre à chaque fois, ce qui est génial. Et donc, ça a été très formateur, l'AFPA, à ce niveau-là. Alors, évidemment, je crois qu'il manque un slide. C'est pas grave. Après les 5 mois de cours, il fallait trouver un stage. Bon, là, ça a été assez rigolo parce que j'avais un entretien avec un directeur d'agence d'SS2I. Donc, une SS2I, c'est une société de services en ingénierie, comme celle dont Katia a travaillé et moi également avant. Et en fait, il ne voulait pas me donner de stage. Mais il voulait bien me donner un CDI de commercial, par contre, mais pas de stage. J'étais un petit peu butée, donc au bout d'une demi-heure, il a lâché l'affaire. Il m'a dit, bon, ok, de toute façon, ton stage, il est gratuit, c'est bon, je te le donne. Voilà. Donc j'ai failli me retrouver à la machine à café et à la photocopieuse. Heureusement pour moi, il y a un développeur qui est passé par là, qui a magistralement sauvé le truc, qui m'a trouvé un vrai projet à faire, pour les commerciaux en plus, ça c'est rigolo, qui m'a appris réellement tout ce que j'avais besoin de savoir pour trouver du travail derrière. Vraiment les bases de mon métier. Et puis qui m'a fait découvrir les communautés. Alors là, ça a été la cerise sur le gâteau. Et j'insiste là-dessus parce que si vous vous lancez dans une reconversion, le stage, c'est primordial. Ça fera vraiment la différence. Et donc après ça, tout est bien qui finit bien parce que j'ai eu mon diplôme, j'ai même déjoué les pronostics des formateurs, j'ai eu une mention. J'ai trouvé des amis, il y en a là ce soir, ça va beaucoup mieux. Comme quoi, hein, on n'est pas du tout... no life. Et puis surtout, j'ai pas trouvé un métier. J'ai trouvé le métier. J'ai trouvé le mien. Et il est là, le slide du stage. C'est pas grave. et ce que j'aime maintenant, j'aimerais en fait partager avec vous ce que j'aime particulièrement dans ce métier, parce que comme vous l'a expliqué Katia, il est juste tellement à contre-courant des clichés qu'on véhicule sur lui. Alors, quand je dis que je suis développeur, vous voyez, c'est rigolo parce que je fais du covoiturage. Et en covoiturage, on rencontre plein de gens différents. Et quand vous dites, moi, je suis développeur, il y a ceux qui font une petite mine du genre, ah, la pauvre. Non, pas la pauvre. Parce que les gens ont l'impression qu'on fait tout le temps la même chose. Ils disent, mais c'est pas un peu tout le temps pareil, ton truc, là, des 1, des 0, des 1, des 0 ? Non. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil parce que, et vous le savez, puisque dans votre vie de tous les jours, c'est le cas, la technologie avance très vite. Beaucoup plus vite que les organisations. C'est le cas pour nous aussi. Hein. Au niveau de la programmation, ça change très, très vite. Donc, il faut tout le temps réapprendre. Alors, c'est vrai, la veille technologique, parfois, ça peut être un petit peu fatigant. Des fois, vous en avez un petit peu marre. Ça va trop
trop vite là, on fait une petite pause. Mais en réalité, c'est incroyablement passionnant parce que ça veut dire se remettre en question tout le temps. Ça veut dire apprendre des nouvelles choses tout le temps. C'est pas que ce que vous avez appris il y a 5-6 ans n'est plus valable, c'est simplement que c'est légèrement obsolète. Mais c'est pas grave, ça vous fait une base pour la suite. Et puis, c'est pareil, Katia vous l'a dit, et ça c'est le côté peut-être que j'aime le plus dans ce métier, c'est que vous n'êtes jamais seul. Jamais. Il y a un truc que donc mon maître de stage m'a fait découvrir et qui est devenu primordial dans ma vie, c'est les communautés. Parce que donc au jour le jour, effectivement, vous n'êtes pas seul, vous êtes en équipe. Mais vous avez une espèce d'équipe géante autour. Il y a la communauté en ligne, il y a tous les forums, tous les sites pour apprendre, vous avez une question, un problème, etc. Vous allez dessus, vous allez trouver la réponse. Et puis, il y a les communautés réelles. C'est-à-dire que moi, ce que mon maître de stage m'a fait découvrir, c'est les Java User Group. Donc ce sont des groupes d'utilisateurs du langage Java, le langage que j'ai choisi. Et ces gens-là, ils se réunissent une fois par mois pour échanger sur les dernières nouveautés du langage, les nouveaux outils, les choses comme ça, les bonnes pratiques, etc. Ils viennent comme ça, de leur plein gré, après le travail. Puis il y a des gens qui, qui font comme nous ce soir, qui montent des présentations pour partager avec les autres. Je ne sais pas si vous imaginez, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de métiers dans lesquels, au lieu de garder sa petite recette magique qui fonctionne bien pour soi, on va voir les autres, et puis on dit, bah voilà, moi j'ai voulu faire ça. Bon, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Par contre, après, j'ai fait ça, et alors là, ça a été super. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Et de la même façon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, j'ai le droit d'arriver au travail et de dire bah ça, je ne sais pas faire, en fait. Mais c'est pas grave, je vais apprendre. Et non seulement je vais apprendre, mais en plus, je vais trouver des gens en face pour m'aider à apprendre, pour m'aider sur les problèmes que je rencontre. C'est quand même pas courant, ça. Et puis enfin, parce que ça, c'est assez intéressant aussi, hein, c'est que beaucoup de gens voient les développeurs comme de simples exécutants. Ça, c'est très très faux aussi. Développeur, c'est un peu comme artisan. C'est extrêmement créatif. C'est-à-dire que, et Katia vous l'a très bien illustré, on va avoir l'opportunité de travailler dans plein de domaines d'activité différents. Donc on va être confronté à des problématiques très différentes les unes des autres. Et puis comme les technologies évoluent très rapidement, on va aussi assez souvent tomber sur des choses qu'on n'a pas encore faites, qui n'ont parfois pas encore été faites. Puis c'est aussi un petit peu notre rôle de bousculer les usages, de trouver des nouvelles idées un petit peu folles à mettre en place. Et donc on passe notre temps à créer en réalité, réellement. Donc en conclusion, ce que j'aimerais réellement vous faire comprendre, c'est que la reconversion, elle n'a pas été toute seule. Il y a eu des moments où je suis tombée sur des gens qui doutaient de moi. Le directeur d'agence commerciale n'était pas le seul. Mais en fait, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce qu'une fois que vous avez trouvé votre projet, celui qui sera vraiment qui vous ressemble le plus, vous aurez une telle motivation que de toute façon, il n'y a aucun problème qui sera un obstacle. Vous trouverez toujours une solution et de toute façon, la situation vous emmènera des solutions. Vous amènera les gens qu'il faut. Et puis, une autre chose dont je suis convaincue, c'est que moi, mon histoire, elle remonte quand même à il y a 6 ans. Qu'en 6 ans, les choses ont beaucoup changé. Qu'il y a des gens qui sont venus un petit peu semer la pagaille de manière positive. C'est des gens comme 42, c'est des gens comme Simplon, comme Open Classroom, comme 4IDs aussi. Des gens qui ont mis des initiatives en place de manière à démocratiser l'apprentissage du code, parce qu'il n'y a aucune raison de considérer que c'est pour une élite. Ce n'est pas pour une élite. Tout le monde peut coder. Tout le monde n'est pas obligé d'en faire son métier, mais tout le monde peut coder. Et donc je sais que si c'était à refaire aujourd'hui, bah, ce serait certainement plus facile parce que justement j'aurais plus de choix dans ma reconversion. Donc réellement, si l'idée vous trotte dans la tête, foncez, parce que moi aujourd'hui, j'ai la chance inouïe, et c'est un luxe vraiment, de faire le métier que j'aime. J'ai trouvé le plus beau métier du monde parce que c'est le mien, et vraiment ce que je vous souhaite, c'est de trouver le vôtre.
Merci. Et donc Audrey m'a fourni une formidable transition parce que moi je suis une reconvertie. Je me suis reconvertie il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'était il y a 2 ans et demi. Et donc je vais vous en parler. Donc, moi il n'y aura pas de trucs compliqués hein, parce que je fais des trucs beaucoup moins compliqués qu'elle 3, mais je suis très heureuse aussi et c'est pour ça que je suis là. Donc je m'appelle Alix et j'ai fondé une agence qui s'appelle Rouge le Fil. J'ai fait d'autres trucs aussi. Et surtout, avant d'arriver à cette agence et avant d'arriver à être extrêmement épanouie dans mon travail, j'ai fait tout l'inverse de ce que j'aurais dû faire. Donc, ah merde, j'ai pas le... tout l'inverse de ce que j'aurais dû faire. Voilà. C'était enregistré. Ça va, on est entre nous, hein. On est bien. Bon, alors, ça va comme ça ? Voilà. Donc, moi, je veux commencer ce soir par essayer de décortiquer un peu ensemble ce que c'est de se reconvertir. Parce qu'on y pense, enfin, reconversion, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est se dire, ok, j'ai l'âge que j'ai, ça peut être 20 ans, ça peut être 30, ça peut être 40, ça peut être 70. Qu'est-ce que je sais sur moi et qu'est-ce que je dois faire pour que ce que je sais sur moi reflète dans mon métier ? Qu'est-ce que je peux faire pour être réellement épanouie dans ce que je fais ? Et moi, initialement, je suis un peu un cliché. Déjà, je suis blonde et j'ai du vernis. Par ailleurs, j'ai fait une L. J'étais forte en langue, j'étais forte en français. Donc, bim, on m'a dit, là, va en L, direct. Mais te pose pas la question, c'est génial, c'est pour toi. Alors, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait comme métier après une L, ça... On n'est pas câblé pour. Enfin, moi, je n'étais pas du tout câblée pour. J'étais là, mais ça va être génial, je vais lire plein de livres, ça va être super. Bon, bah, je me suis éclatée. J'ai passé mon bac, c'était génial. J'ai eu une mention, c'était génial. Je suis allée en prépa littéraire, c'était super. J'ai appris énormément de choses. J'ai fait des examens pendant 5 heures d'affilée, sans bouffer, sans rien faire, sans voir le soleil, c'était génial. La question du métier, toujours pas. Hein. Ça, non, on s'en fout. Voilà. Après, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un IEP, donc Sciences Po, mais version province, à Lyon. Ça aussi, c'était super. Je me suis spécialisée en sociaux parce que j'adorais ça, parce qu'il y avait des auteurs géniaux, Bourdieu, tout ça, vraiment. Je me suis éclatée. Je me suis spécialisée même en sociologie de la culture. Alors attention... Sociologie de la culture. Moi, je me suis dit, moi j'ai un kiff, c'est les musées. Et moi, je veux faire de la muséographie. Alors ça, c'est une matière qui n'existe pas en France. Hein. Ça n'existe pas, c'est quoi ? C'est arriver à mettre en lien le métier de curateur et le métier de sociologue pour faire que les gens aillent au musée. Parce qu'en France, les gens ne vont pas au musée. C'est pas qu'en France d'ailleurs, mais il n'y a que 4% de la population qui va au musée. Et c'est que des gens entre 40 et 70, plus quelques petits initiatives de jeunes qui vont au musée. Donc je me suis dit, ouais, super, je vais aller là. Puis j'ai fait un stage dans un musée. Et là, j'ai fait, ok. Donc... Je suis au service des publics du Macval, un génial musée. Si vous n'y êtes pas encore allé, franchement, allez-y, c'est un musée génial. Ils ont une collection de dingue. Sauf que, il était vide. Et moi, mon travail en tant que stagiaire au service des publics, c'était de supplier les centres aérés pour faire venir les gamins dans le musée en leur disant un truc, mais un argument massu. Eh les mecs, il y a un jardin. Waouh. Alors là, je me suis dit, donc j'étais en fin de Master 2, j'avais donc écrit 180 pages sur la muséographie, sur ma vocation, les musées, les machins, les trucs. J'ai fait ok, ça va pas, il faut faire autre chose. Et là, je me suis dit, donc on était en 2006, et je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve un truc un peu plus porteur, où il y a un peu plus de monde, où il y a un petit peu plus de... Enfin, je sais pas, faut que je trouve un truc et vite. Et là, je me suis dit, le numérique. Bon. J'étais loin d'être une geek. J'avais un ordi. Bon, c'était à peu près tout. J'avais un ordi, je savais envoyer des mails. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder un petit peu quel pont numérique, culture, bim. Je suis tombée sur le financement participatif. Le financement participatif, donc c'est... Enfin, moi, en l'occurrence, j'étais à Ulule. J'ai eu la chance de prendre le train dans cette super start-up qui s'appelle Ulule. Et j'étais directrice des projets là-bas. Ah,
vous n'avez rien vu. Et j'étais directrice des projets là-bas. Et là-bas, donc une start-up, donc une sacrée machine pour faire tourner donc ce système de financement participatif de projets. Et là, je me suis dit, waouh, il y a des mecs qui, toute la journée, ils sont derrière leur écran, on discute ensemble, je leur fais remonter des trucs, parce que moi, j'étais directrice des projets là-bas, donc j'étais tous les jours en contact avec les utilisateurs de la plateforme. Ils me disaient, ça, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, il y a ce truc-là, mais moi, j'aimerais qu'il y ait un truc comme ça. Du coup, je le disais au développeur, c'était un homme, je lui disais, et il me disait, ok. Il crayonnait, il avait des post-it, il faisait des trucs. Ok. Le soir, à 18h, il me disait, Alix, t'as 2 minutes? Ouais, pas de problème. Il me montrait. Et là, sur le serveur de test, il l'avait fait. Il m'avait fait ce que je lui avais décrit dans les grandes lignes, sans le comprendre, sans vraiment savoir. Il m'avait fourni une solution. Et là, je me suis dit, oh putain, le mec, quel job de... C'est génial. Là, c'est vraiment génial. Et du coup, je me suis dit ça, puis après, je suis rentrée chez moi, et j'ai fait, oh, je me suis trompée d'orientation. C'est terminé. Bon, je vais le jalouser toute ma vie. Je vais m'ennuyer, je vais vouloir son job. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, j'ai commencé à avaler des ressources, mais vraiment, mais tout le temps, quoi. Donc, je suis rentrée par la porte de l'UX, donc l'expérience utilisateur, parce que ça me paraissait le plus proche de ce que je faisais, c'était d'analyser les besoins et de fournir des solutions de navigation, des solutions graphiques, enfin voilà. Donc je me disais, bon, c'est un pont qui peut être intéressant, mais je suis encore frustrée. Et puis là, au bout de 6 mois, je me suis dit, putain, Alix, tu fais ton job dans une start-up qui monte beaucoup, tu bosses beaucoup, tu bosses 10 heures par jour en moyenne. Le soir, tu rentres et tu kiffes être devant ton écran à apprendre d'autres trucs. Et là, je me suis dit, il me faut vraiment en fait, l'apprentissage, ça doit faire partie de mon métier. Et ça, elles l'ont dit, et c'est vrai, c'est un des trucs qui me plaît le plus là-dedans, c'est que là, aujourd'hui, dans la presse, on a dit, je suis freelance digital. Parce qu'en fait, je ne peux pas dire ce que je suis. Moi, je fais du développement front-end seulement. Ça, je me dis, je suis moins, voilà, je suis loin des très techniques, genre Cyrielle, j'étais en train de boire tes paroles là, sur tout ça. J'en suis encore loin, mais j'exclus pas, j'y arriverai peut-être. Et voilà. Donc aujourd'hui, je fais du front-end, je fais du community management, je fais beaucoup de conseils, je fais du graphisme. Demain, j'exclus rien, parce que j'ai arrêté d'avoir peur. Et ça, c'était un de mes déclics aussi, parce que la peur, c'est ce qui m'a handicapée toute ma vie. Et là, je parle pas seulement dans la vie pro. C'est que j'ai été biberonnée à la certitude que je serais au chômage à un moment. Mes parents sont des artistes, donc eux, la question se posait même pas. Le métier, c'était même pas une condition dans la vie. Donc voilà. Moi, j'ai été juste terrorisée. Et là, je me dis, ok, il y a plus de raison d'avoir peur. Mon métier, je peux l'apprendre. Mon métier, il se transforme. Et mon job, c'est seulement d'apprendre de nouveaux trucs pour rester pertinente et pour continuer à apporter des solutions. Bon, bah d'accord. Hein. Donc, ce que j'ai fait. Donc, j'avais fait mon constat. Il fallait que j'apprenne tout le temps. Et j'avais trouvé les métiers dans lesquels je voulais aller. Donc, je ne me laisse pas conduire par ma peur. J'ai démissionné et j'ai profité d'un merveilleux système qui s'appelle le chômage. Et ça, franchement, je le dis, je le redis, on peut dire ce qu'on veut sur la France, mais il y a quand même de jolies choses, notamment le chômage, et notamment le fait qu'on peut monter une entreprise en 10 jours, depuis un lit d'hôpital. Ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mon chômage, je décide de monter une boîte, je m'entoure de gens qui font des métiers qui ne m'intéressent pas, mais qui sont très, très nécessaires, c'est-à-dire un avocat, un comptable, pour ne pas avoir de stress de ce côté-là, pour être bien entourée, et je me lance. Alors, d'abord, qu'est-ce que je fais? Je me dis, j'ai mon chômage, donc je peux me permettre de dédier 90% de mon temps à ma formation et 10% à mettre les mains un peu dans le cambouis, parce qu'on est un peu caché quand même. Quand on se forme derrière son écran, c'est super parce qu'on découvre des trucs et tout, mais ce sera jamais la même chose que de dire « Ok mec, je te fais un site, vas-y ». Et là, il va te dire « Ah, attends, j'aime pas, j'aimerais bien que ça se soit là ». Et toi, t'es là « Je sais pas faire ça ».
je pense que c'est pas une bonne idée que ce truc soit là. Mais bah oui, si, quand même, c'est vachement bien que ce soit là parce que c'est proche de ça, du coup, le chemin, de la souris, machin. Oui, t'as raison, mais je sais pas le faire. Voilà. Donc, il faut mettre les mains dedans. Donc, je me forme et à côté, je commence à faire des trucs. Alors, je fais quoi? J'ai fait des sites gratuitement pour des assos ou pour des potes, parce que gratuitement, j'ai moins l'impression, j'ai moins peur, mais je suis quand même bien dedans, donc je peux quand même vraiment apprendre des trucs. J'ai jamais autant appris qu'en faisant les sites les plus moches de la Terre. Et vraiment, enfin, j'ai honte, hein, mais ils étaient là. Ils étaient affreux, mais c'était les miens. Et ce truc-là, ressentir ce truc de ça, c'est un site que j'ai fait. C'est mon bébé, c'est moi avec mes mains. J'ai eu le même sentiment la première fois où j'ai montré un truc que j'avais fait pour des potes, en l'occurrence. Quand je leur ai montré, j'ai eu le même sentiment, je sais pas moi, qu'un boulanger, la première fois où il fait son batch de pain au choc dans sa boulangerie, enfin, un truc, mais d'artisans. Enfin, je sais pas combien d'entre vous font des choses avec leurs mains, mais paradoxalement, on peut se dire que les développeurs, voilà, tous ceux qui bossent sur des claviers, voilà, on bosse dans le virtuel, dans l'immatériel, dans tout ça. Mais non, il y a vraiment un sentiment de ça, c'est moi qui l'ai fait, et ça, c'est quelque chose, ça existe hors de moi. C'est vraiment le truc de l'artiste, quoi. Enfin, le truc du créateur. Et bon, sans être... je suis Dieu. Non. Mais voilà, il y avait quand même un sentiment de satisfaction que j'avais jamais eu avant. Parce que mon métier d'avant, et ce pourquoi on m'avait formée, ce pourquoi j'avais été... Enfin, toutes les formations que j'avais faites, c'était quoi? C'était envoyer des mails, faire des PowerPoints. D'ailleurs, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que moi, je sais pas faire des PowerPoints. Et c'était de mettre en lien des gens, chefs de projet, voilà, envoyeurs de mails professionnels. C'est des super métiers, hein, mais moi, vraiment, ça ne me correspondait pas, quoi. Donc, je m'envole un peu. Donc, ma tactique. Je monte une boîte, donc, elle s'appelle Rouge le Fil. C'est ce qui se passe après ou pas? Oui, salut. Hop là, pardon, non. Bon, je monte une boîte, une SAS, pour ceux que ça intéresse. Pourquoi une SAS? Parce que c'est le truc le plus flexible, administrativement parlant. C'est le truc dans lequel je pouvais mettre des statuts. Donc j'ai bossé avec mon avocate pour faire des statuts les plus larges possibles, parce que je savais que je vendrais tout et n'importe quoi, depuis du conseil jusqu'à, pourquoi pas, plus tard, des apps ou des nuages. Je ne sais pas. Donc je voulais un truc super, super large. Et je bosse depuis chez moi, parce que voilà. Donc ça, c'est mon bureau, c'est ma petite maison. Et je me forme tout le temps. Donc aujourd'hui, ça fait... Je suis là ? Non. Voilà. Aujourd'hui, donc, j'ai fondé Rouge le Fil en 2012. J'ai eu un certain nombre de projets, je me suis améliorée dans pas mal de choses. Maintenant, je ne rougis plus des sites que je fais, donc je peux les vendre. Je vends pas mal de conseils et je vends beaucoup de formations. Parce que Audrey disait tout à l'heure que ce qui est important dans nos métiers, c'est de transmettre. Et c'est de permettre aux autres de ne pas réinventer la roue. Et moi, je me suis vue avoir quand même des tribulations, avoir quand même des souffrances au cours du chemin. Et je me suis dit, mais le numérique, c'est tout le monde, c'est partout. Il y a des compétences que tout le monde devrait avoir. Et aujourd'hui, tous les gens qui font des formations comme moi, qui sont super, mais qui sont des livres et qui sont, voilà, ils sont catapultés dans un monde professionnel dans lequel il y a des outils dont ils ne comprennent pas ni le A ni le B. Et ils doivent les utiliser tous les jours. Mais mon Dieu, quelle source d'angoisse! Moi, franchement, je suis chef de projet dans un truc, je ne comprends pas comment mon site fonctionne, et il plante. Et j'ai une presse, l'après-midi, je dois présenter à un client le truc, et j'ai pas de site. Mais c'est l'horreur. Donc pour moi, tout le monde devrait pouvoir comprendre que si ça se trouve, c'est juste un truc tout léger. Si ça se trouve, c'est même pas de ta faute, c'est OVH qui a planté. Il plante tout le temps. Donc voilà. Donc voilà, du coup, je vends beaucoup de formations. Et quand je commence un projet, je dis à la personne que j'ai en face, à la fin, vous n'aurez plus jamais besoin de moi. Donc je leur fais un site et je leur apprends à s'en servir. Je leur fais
Je ne sais pas, je leur mets en place tous leurs réseaux sociaux, tous leurs trucs, et derrière, je leur apprends à être leur propre community manager. C'est absurde de laisser ça à quelqu'un de l'extérieur. C'est le premier visage qu'une entreprise va avoir. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et je voulais dire autre chose. J'ai oublié. Voilà, on va passer à la suite, ça me reviendra peut-être. Du coup, mon fonctionnement aussi, c'est que je vous avoue qu'en tant que freelance, sachant que j'ai pas de frais, je travaille chez moi, machin, je gagne plutôt bien ma vie. Et le fait est que je fais un travail qui est nécessaire pour beaucoup de structures, notamment les plus petites, et notamment celles qui n'ont pas énormément d'argent. Je pense aux associations. Du coup, j'ai monté un business model qui ferait hurler toutes les personnes qui sortent d'HEC ou qui ont été formées à faire des business models, c'est que je dédie 50% de mon temps à des activités bénévoles. Tout à l'heure, je vous parlais de WeTalk. WeTalk, c'est ça, c'est un truc qui me prend 1 jour par semaine depuis 3 ans. Et je le fais de manière totalement bénévole parce que c'est une cause qui me tient à cœur, qui me porte, parce que ça me permet de faire des rencontres géniales et que ça me permet de me lever le matin en me disant « j'apporte ma petite pierre à l'édifice ». Et ça, c'est important pour moi. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que je travaille beaucoup. Parce que je suis toute seule, parce qu'il y a des moments où je vais avoir plein de clients qui s'alignent. Et j'ai pour principe de ne jamais refuser un projet. Et surtout pas un projet qui contient quelque chose que je ne sais pas faire. Parce qu'avoir des projets que je ne sais pas faire, ça veut dire que je vais être obligée d'apprendre, même s'il est 4 heures du mat et que voilà, il faut que je me jette dedans et que j'apprenne. Et la peur ne me paralyse pas. Donc je travaille quand même énormément. Après, je vous l'ai dit, je travaille de chez moi. Je gagne confortablement ma vie. Je ne prends pas ou très peu de vacances. La première question que je pose quand on me propose des vacances ou un week-end ou je ne sais quoi, c'est est-ce qu'il y a la Wi-Fi? Donc voilà. Mais c'est mon métier, mon travail, mon entreprise, c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon travail, c'est c'est ce qui me permet de manger et c'est ce qui me permet de vibrer. C'est pourri, ça rime, j'aime pas, mais c'est vraiment, il y a je sais pas comment dire quoi. Je vais pas au travail le dimanche soir, je suis trop contente. J'ai passé un super week-end, mais je suis trop contente parce que le lendemain, je vais pouvoir continuer ce que j'ai laissé en plan. Je vais pouvoir continuer à manger de la doc, à découvrir des nouveaux trucs, à voir des nouveaux sites avec des trucs géniaux que je sais pas faire et je vais vouloir le faire sur le prochain client. Donc limite, je vais dire « Ouais, tu veux pas ça dans ton site et tout, ce serait trop bien. » Enfin bon, la fille qui se met dans la merde toute seule, bref. Du coup, voilà, donc je sais que c'est un modèle qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Il y en a qui ont besoin, et en plus je dis ça, hein, mais j'ai pas encore d'enfants, donc si ça se trouve, quand j'aurai des enfants, je serai là, oh là là, vas-y, j'en ai marre, c'est bon, je veux être salariée, j'en ai marre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me correspond, donc pour moi, le verre, il est définitivement à moitié plein, parce que c'est un kiff permanent, quoi. Voilà. Et du coup, je termine là-dessus? Oui. Non? Ah, non? Voilà. Donc, je termine là-dessus. Know your strengths, donc connaissez vos forces. Moi, c'est ça qui m'a manqué. Initialement, on m'a juste parlé de ma vie future au travers de matières scolaires dans lesquelles j'étais bonne. Et là, franchement, rétrospectivement, on se dit, mais attends, c'est quoi ce truc? C'est super bizarre. Il n'y a pas de métier français, il n'y a pas de métier maths, il y a d'autres métiers. Et moi, les métiers, on m'en avait pas parlé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... rétrospectivement, j'en suis désolée, non, parce que j'ai appris beaucoup dans mon parcours, mais quand même, c'est dommage. Et surtout, je ne savais pas ce qu'il me fallait dans la vie, dans mon boulot, pour être heureuse. Je ne savais pas dans quoi j'étais bonne et je ne savais pas dans quoi j'étais mauvaise. Moi, à 17 ans, je pensais que j'étais très timide. Je pensais que j'étais faite pour la recherche et je pensais que j'allais passer ma vie dans un petit bureau enfermé dans une bibliothèque. Franchement, aujourd'hui, si je me mets ce mode de vie là dans moi, franchement, je serais hyper malheureuse. À 17 ans, on ne se connaît pas. Et donc, la reconversion, surtout pour nous aujourd'hui où on va être amené à avoir plusieurs carrières, c'est pas un passage
franchement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est une nécessité. Et c'est pas un challenge. Faut pas le voir comme une espèce d'immense montagne. Moi, je suis entrée par une toute petite porte qui était la gestion de communauté, l'assistance d'utilisateur, mais vraiment côté humain, quoi. Et j'ai gravi petit à petit les échelons, et je les gravis encore, et j'ai encore une marge de progression qui est énorme, et ça me ravit. Donc ça, c'est... Pour moi, savoir se connaître, mais connaître sa personnalité et trouver un métier qui va avec sa personnalité, non pas avec ce qu'on sait faire. Parce que l'apprentissage, enfin, on en est tous capables, il faut tous le faire. Par contre, ce qui nous rend heureux, ce qui nous remplit, c'est vraiment ça qui doit être au cœur de nos métiers. Et moi, c'est au cœur de mon métier, et j'ai cru comprendre que les collègues, c'était aussi au cœur de leur métier. Donc voilà, pour qu'on parle tous de ce monde-là, avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de faire rapidement, surtout qu'en plus, il y a plein de choses que je vais évoquer, qui a déjà été évoquée par les filles. La chose qui diffère par rapport aux filles, c'est que moi, j'ai pris la décision d'apprendre à coder il y a 1 an. Et du coup, j'ai 2 choses à fêter avec vous. C'est déjà l'anniversaire de cette reconversion. Et aussi, demain, je signe mon contrat dans une start-up qui s'appelle Agorize en tant que développeur Ruby on Rails. Voilà, comme quoi... Comme quoi, une reconversion dans le code, c'est possible et possible assez rapidement. Donc demain, je code. C'est plutôt aujourd'hui, je code. Plutôt que de parler de mon parcours, j'aimerais vous expliquer un peu les raisons de pourquoi j'ai appris à coder. En fait, elles sont toutes là. C'est que déjà, moi, je suis quelqu'un qui a plein d'idées et en fait, à chaque fois qu'il fallait réaliser techniquement ces idées, j'étais bloquée. Du coup, vraiment, la frustration comme moteur, ça a été quelque chose de très porteur. Et il y a aussi pas mal de choses que les filles ont dites, c'est qu'il y a un vrai plafond de verre technique. C'est-à-dire que moi, je réalisais des sites internet sous WordPress pour des clients aussi comme Alix. Et à chaque fois qu'on me demandait cette espèce de petite question, genre je préférais avoir le bouton de ce côté-là et pas de ce côté-là, je faisais comme Alix, je disais genre non, c'est mieux là et c'est plus sympa comme ça, parce que j'avais très très peur de rentrer dans le code et de rentrer dans le PHP. Et à chaque fois que j'allais dans ce code-là, je faisais un bond de 3 mètres en arrière et j'appelais mon petit frère Théodore qui est étudiant à Epitech pour qu'il vienne me sauver, quoi. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de l'appeler à l'aide tout le temps. C'est aussi une liberté de créer. Donc, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous pouvez la réaliser tout de suite. Ça m'est arrivé cet été. J'avais besoin pour mon anniversaire d'organiser un tournoi de pétanque et je voulais faire en sorte de pouvoir choisir aléatoirement les équipes, etc. et qu'on ait vraiment un tableau de match. Bon, je ne suis pas allée jusque-là, mais en 3 jours, j'ai pu coder au moins les premières parties de cette application, quoi. Donc c'est assez chouette. Comme Cyrielle, je suis un peu stressée. Le monde de demain sera numérique. Je pense qu'on en a suffisamment parlé ce soir. Le code, ça dirige un peu nos vies. Il y a un super article qui s'appelle Code par Paul Ford sur Bloomberg qui dit cette phrase qui m'a vraiment frappée. Si les développeurs ne contrôlent pas le monde, ils contrôlent les machines qui contrôlent le monde. Et donc demain, si vous ne savez pas coder, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas cette capacité de compréhension, ça ne veut pas dire que ça sera foutu pour vous, et plus simple pour nous, mais c'est une compréhension à avoir sur la technique et sur comment sont faites les choses qui nous entourent. Et comme le monde demain sera numérique, il faut absolument prendre sa place. Et pour moi, c'était un peu un challenge parce que je ne sais plus qui l'a dit. Je pense que c'est Katia qui l'a dit que le code c'était pour les garçons. Et c'est faux, quoi. Le code c'est pour tout le monde. Et surtout, si on laisse la place aux garçons, je suis désolée pour les garçons qui sont là. Si on laisse la place aux garçons, on va avoir du mal à prendre. On va avoir du mal à prendre des décisions. Donc c'est très très important. Là, je vais reprendre un petit peu ce que Katia a dit, et je pense aussi Audrey. Après 1 an, mon retour d'expérience sur le code, pourquoi j'aime coder ?
on l'a suffisamment dit, c'est apprendre encore et toujours. C'est une marge par rapport à mes autres boulots que j'ai pu faire avant, parce que je pense que j'ai à peu près l'âge de Katia et Audrey. On apprend encore, toujours, et il y a une marge de progression qui est infinie. Alors ça peut faire peur parfois, mais c'est ouf, quoi, parce que vous avez toujours l'impression d'avoir des petites montagnes à gravir et des petits challenges à remporter. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez regarder la route derrière et vous avez tout un paysage de montagnes que vous avez gravi, quoi. Donc ça, c'est et puis surtout, vous n'êtes pas tout seul pour apprendre. Il y a beaucoup d'entraide et de collaboration. Moi, je l'ai vécu dans mon stage, parce qu'avant d'être chez Agrez, j'étais en stage. Il y a vraiment une relation de maître et disciple et d'artisan. Là, je rejoins sur ce que Alix disait. En fait, vous arrivez dans ce métier, vous savez faire... moi, j'ai fait le wagon, donc j'ai 2 mois de formation en Ruby on Rails, en accéléré. Vous êtes à peu près opérationnel, mais il y a plein de briques qui peuvent vous manquer. Et du coup, le fait d'arriver dans une équipe déjà formée avec des gens qui ont 4 à 8 ans de code, c'est hyper chouette. Vous pourriez vous dire, ils vont pas m'aider, ils vont me laisser me débrouiller toute seule et tout ça, mais je sais que si jamais j'ai un problème, si jamais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ils sont là juste à côté de moi pour m'expliquer. Et ça, c'est vraiment, j'ai pas l'impression que, à part dans des métiers d'électricien, d'artisan, de luthier, on a vraiment ce côté-là de transmission. Ensuite, les filles l'ont aussi dit, c'est un métier de collaboration et on ne travaille pas tout seul, quoi. Moi, je suis dans une équipe de 5 développeurs et on crée ensemble quelque chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a le pair programming et il y a aussi effectivement la communauté, comme Audrey l'a dit. Les filles, elles font partie de la communauté Java. Moi, je fais partie de la communauté Rails. Bon, on s'aime pas trop, mais on dit... mais comme les Java User Group, il y a un meet-up qui s'appelle Paris RB, où on peut rencontrer plein de gens de la communauté Paris RB. J'ai participé la semaine dernière aussi à Rails Girls, qui est une initiative pour apprendre aux filles à coder en une journée. Et c'est chouette parce que moi j'étais là en tant que mentor et j'étais avec une jeune fille qui connaissait pas du tout le web, et on a pu faire de l'HTML CSS jusqu'à la programmation orientée objet. Tout ça gratuitement et pour vraiment une question d'apprentissage et de partage, quoi. Je trouve c'est très rare quand même les métiers où il y a des journées gratuites comme ça, où on va apprendre à transmettre, on va transmettre notre savoir, quoi. C'est assez rare. Et puis, il y a eu plein de métaphores pour expliquer un peu le métier de développeur. Mais moi, parfois, j'ai un peu l'impression d'être Sherlock Holmes. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, du code, surtout quand il a eu... moi, je suis dans une start-up qui a 4 ans d'existence. Il y a vraiment tout un côté de recherche et de découverte de ce qui s'est passé avant pour pouvoir résoudre les problèmes. Et parfois, j'ai vraiment l'impression d'arriver avec ma loupe sur ces lignes de code pour essayer de comprendre ce que la personne qui a travaillé avant moi sur ce projet a voulu faire. Donc il y a vraiment une question, c'est vrai, c'est peut-être pas Sherlock Holmes, mais c'est l'archéologie. Et il y a aussi, cette question de toujours trouver la solution qui va répondre au mieux aux problèmes utilisateurs. Katia, je te vois. Donc et alors ce qui est ouf, c'est que vous n'avez pas une seule solution. Vous avez 1000 lignes de code pour arriver à la solution, 100 lignes de code qui vont être vraiment très très importantes, et et avec votre développeur, votre coéquipier, vous allez trouver la solution qui va être parfaite, quoi. Et ça aussi, je suis désolée, j'ai beaucoup répété, ça aussi les filles l'ont dit, mais c'est cette question d'itération. Ce qui est dingue, c'est qu'on ne va pas aller comme avant sur un produit qui va être réalisé, qui va être tout à fait parfait. On va partir de petites briques et puis on va rajouter peu à peu des fonctionnalités et de la valeur au produit. Et ça, c'est la même chose. J'ai pas de métier qui vienne à l'esprit où on va d'abord faire un tout petit truc et puis après le faire grossir et faire en sorte que ce soit de plus en plus beau, quoi. On a plutôt l'habitude, les pyramides, elles se sont pas construites en un jour. Je vais la noter, cette métaphore. C'est vraiment une question de cycle et de recommencement et de renouveau.
Et du coup, ces façons de travailler, elles devraient être appliquées dans tous les métiers parce qu'on a souvent cette espèce d'impression d'aller... il faut arriver au truc parfait avant d'avoir fait toutes les étapes. Et le métier de développeur, le métier de développeur permet ça, quoi. Effectivement, ça... Je vais vous faire part de quelques blocages que j'ai pu avoir quand j'ai pris la décision il y a 1 an d'apprendre à coder, qui va peut-être vous être utile si vous avez envie d'apprendre à coder. Le premier, c'est je suis trop vieille. Alors moi, j'ai eu le déclic un peu plus tard que tout le monde. J'ai 32 ans et j'ai eu le déclic il y a 1 an. Donc du coup, ça veut dire qu'à tout âge, on peut apprendre à coder. Et c'est pas facile, mais c'est possible. Il y a une grosse question de légitimité par rapport à... Enfin, moi, j'ai fait une formation qui a duré 2 mois. J'ai une grosse question de légitimité par rapport soit aux développeurs qui ont 4 à 10 ans d'expérience, donc qui sont vraiment super loin, et du coup, vous arrivez avec votre petite connaissance, et quand vous parlez d'un truc et que la personne à côté fait genre « Ah, tu connais pas ça ?» c'est dur à gérer. Il faut aussi se dire qu'ils ont commencé à un moment et qu'en fait, à un moment, vous y serez vous aussi. Et puis, il y a aussi une petite part de légitimité par rapport à ceux qui ont fait une école d'ingénieur. Et donc, du coup, ils ont fait plein de langages différents. En tout cas, moi, moi j'ai fait un bootcamp, donc j'ai pas toute cette notion-là. Et pareil, en fait, les filles l'ont suffisamment répété, ça s'apprend. Personne n'est plus, il n'y a pas de personne plus intelligente qu'une autre. Ça s'apprend, c'est coder, et c'est bénéficier des gens qui sont autour de vous pour vous faire apprendre. Voilà. Moi, il y avait un truc aussi, c'était que la machine, elle me faisait peur. Enfin, vous avez un ordinateur, ça fait des trucs parfois que vous comprenez pas. Et quand vous vous dites qu'il va falloir apprendre à coder cette machine, on est un peu... moi ça me faisait peur. Et pareil, dans cet article de Paul Ford, il vous apprend en fait qu'une machine, c'est bête, que ça répète des instructions de haut en bas, et que ça les fait beaucoup plus souvent de fois que vous, parce qu'elle fait toujours la même séquence de code, en fait. Et du coup, quand vous comprenez ça, ça vous fait un peu moins peur, quoi. J'aime pas les maths, je pense que ça on l'a suffisamment dit. Juste un petit point sur mon parcours. Moi j'ai fait un bac S, on m'a forcé à faire un bac S, j'aurais dû faire un bac L. Et après je pense que c'est Cyrielle qui a fait après un petit truc de parcours sur les maths et l'éco. Moi, 4 ans après mon école de communication, j'ai fait une licence de lettres modernes. Voilà. Donc comme quoi, je n'aimais pas les maths. J'ai beaucoup de mal avec les concepts mathématiques. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment la logique informatique. Moi, ce qui me plaisait le plus dans mes études de lettres, c'était la grammaire. Et là, tout le monde fait une tête de 3 km de long, genre pourquoi la grammaire ? Et en fait, quand on rapproche ça du code, c'est pas si différent, parce que finalement, la grammaire et le langage, c'est des briques qu'on va superposer les unes aux autres pour faire sens, en fait. Donc une proposition réelle. Non, je vais pas faire de cours de grammaire, c'est pas la bonne idée. Mais voilà, il y a vraiment des parallèles à faire entre la grammaire, la langue et le langage informatique. Voilà. Et encore une fois, c'est pour les garçons. Il faut arrêter avec ça, quoi. Enfin, c'est pour tout le monde le code, c'est pour tout le monde le langage informatique. Et il faut vraiment, vraiment qu'on soit de plus en plus nombreuses pour peser un peu plus dans le monde de demain, quoi. Voilà. Tout ça par dire que je suis sûre que demain, on va tous se mettre à coder. Et vous avez plein de langages à disposition, vous avez plein d'écoles à disposition. Enfin, c'est de plus en plus... voilà, j'espère juste qu'on va être de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement et à apprendre à coder, quoi. Voilà. Donc voilà, là c'est le moment pour du coup de demander tout ce que vous avez à demander à nos intervenantes de ce soir. Merci encore. Donc c'est à vous, je vous donne la parole.
Qui se lance pour la première question? 6 questions hier. Bon, bravo les filles déjà, c'était super intéressant de voir vos parcours. Moi j'ai une question un peu, je ne sais pas qui veut la prendre. Vous avez parlé un petit peu de vos études, de tout ce qui s'est plus ou moins bien passé, ou dans l'idée vous avez fait des trucs, voilà, c'était pas exceptionnel, enfin en tout cas c'était pas ce qui vous correspondait pour votre métier. Si on vous met à la place, je sais pas, de quelqu'un qui est capable de prendre des décisions sur le futur de l'éducation, vous diriez quoi? Qu'est-ce que vous auriez aimé en fait changer dans vos études en fait? Allô. En fait, ça m'a beaucoup touchée ce qu'elles ont dit parce que en fait, ce qu'on applique au code, on l'applique aussi dans mon métier. Pour le coup, au niveau des études, moi, j'ai trouvé que c'était trop fermé, c'était trop catégorisé en fonction des capacités, en fonction du sexe aussi. Et pour le coup, j'aurais bien aimé qu'il y ait des vrais discours et qu'on nous propose... moi, j'aurais bien aimé avoir un cours d'informatique au lycée. Mais pour le coup, je trouve que déjà ça, c'était une bonne initiative de permettre à des jeunes de comprendre plus le mouvement numérique, surtout que maintenant tout le monde a un téléphone, etc. Donc je pense que même pour les générations à venir, l'appréhension de l'informatique de toute façon sera beaucoup plus facile. Et ils nous surpassent déjà certains. Il y en a 16 ans, elles codent, et qui sont profs surtout. Donc voilà. Oui, moi, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que moi, j'aimerais qu'on fasse réellement découvrir aux élèves, et ce, depuis vraiment la primaire, les métiers. J'avais lu une étude où on demandait à des enfants d'une dizaine d'années, je crois que c'était à l'entrée en 6e, de citer des métiers. Pompier, vétérinaire, médecin, prof, maîtresse d'école, nounou. Enfin, c'était hallucinant la petitesse des champs des possibles qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que c'était les métiers qu'ils avaient côtoyés. Donc il y avait le métier de papa et maman, mais si de son oncle éventuellement, voilà. Mais si, enfin, on leur, je sais que c'est dur pour un enfant de se projeter et on va pas l'accabler d'angoisse en lui disant tu prends un métier et tout ça, mais juste connaître les métiers et voir ce que ça veut dire, c'est quoi d'être médecin. Tu vas être médecin mais tu as peur du sang. Ouais mon gars, il va y avoir un petit problème. Voilà. Donc un petit peu plus envisager les métiers et pas simplement envisager les matières. Voilà. Je rejoins mais à 100% Alix là-dessus parce que et tu l'as très bien dit, français c'est pas un métier, maths non plus. Voilà, et je trouve que l'éducation à l'heure actuelle est beaucoup trop éloignée du monde professionnel, de la réalité, et qu'effectivement, si on ne peut pas demander aux enfants de se projeter déjà très concrètement, hein, moi j'ai pas réussi à le faire alors que j'avais des passions, il faut qu'on les emmène. Et je pense aussi d'ailleurs que ça passe pas seulement par une rencontre avec les métiers, mais aussi sur plus d'ouverture dans leurs activités, parce qu'au final, alors voilà, peut-être que ça va changer parce qu'avec les temps périscolaires, il y a des choses nouvelles qui sont essayées, mais un truc que je pense que tous les gamins devraient essayer un jour, c'est le théâtre d'impro. Et il y a plein de choses comme ça, je sais pas, de la poterie, du n'importe quoi, mais je pense qu'en fait, on devrait leur donner l'opportunité à tous, petits garçons, petites filles, d'essayer plein de choses différentes pour arriver à trouver leur voie. Voilà, je trouve que c'est ce qui manque à l'heure actuelle. Je vous laisse du coup le micro, puis du coup je me retourne vers la salle pour une autre question. Ouais. Bonsoir, je m'appelle Maëva. J'ai une question par rapport à comment vous vous êtes sentie accueillie après avoir passé toutes ces étapes dans ce monde justement de l'informatique où finalement vous êtes confronté à des gens entre guillemets qui sont légitimes, qui y sont depuis toujours. Donc est-ce que vous êtes bien accueillie? Est-ce qu'on vous pointe du doigt encore? Est-ce que c'est dur? Voilà. Ah, vaste question. Bon. Je dirais que c'est un peu comme partout. Il y a des crétins, et heureusement, c'est pas la majorité. Et en majorité, il y a plutôt des gens bien et intelligents.
Effectivement, moi je l'ai ressenti aussi, ce que Sonia expliquait, la question de la légitimité quand on arrive après. Voilà, moi j'avais mes 5 mois de cours dans les pattes, c'était pas beaucoup. Et puis mon maître de stage m'a dit un truc fantastique. Il m'a dit bon, alors écoute, maintenant tu vas arrêter, hein, parce que là, tu en sais autant que les gars qui ont fait école d'ingé. Parce qu'en fait, eux, ils ont appris beaucoup de théorie, puis ils n'ont pas beaucoup codé. Et toi, tu as fait que ça. Donc maintenant, ça suffit. Hein, tu arrêtes, je veux plus en entendre parler. Et c'est vrai que je pense que quand on arrive, en fait, on est comme n'importe quel junior. Hein, la première année, on n'est pas très bon, on est plutôt un poids pour l'équipe qu'autre chose. Et puis après, voilà, si on est vraiment fait pour ce métier, on apprend. Et la différence, elle se gomme très, 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 très vite. Elle disparaît complètement. Puis après, c'est aussi une question d'investissement personnel parce que c'est aussi la volonté de continuer à apprendre et puis d'aller chercher ce qui nous a manqué, qui fait que la différence, elle ne se verra plus. Donc voilà, des gens qui font la différence, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, c'est plus le diplôme qui m'a posé problème. Mais ça, je pense que ça disparaîtra. Moi, je m'aurais parlé comme personne dite légitime, du coup, parce qu'effectivement, moi, j'ai fait un bac plus 5 en informatique, ingénieur en informatique, machin. Moi, quand j'étais étudiante, moi, je pensais qu'effectivement, il fallait qu'on nous en dise qu'il y a l'intrusisme, ça en Espagne, mais ici aussi, il y a l'intrusisme, il y a des gens qui viennent, genre, te piquer la place et machin. Et genre, comme s'il fallait protéger, parce qu'être ingénieur informatique n'était pas pareil qu'être ingénieur télécom, et que du coup, en fait, les ingénieurs, bon, bref. En gros, quand je me suis mise à coder, quand je suis rentrée à Sopra à Madrid, il y avait un gars qui était les plus ouf de la boîte. Il y en avait 2 d'ailleurs, mais lui, un en particulier, était les plus ouf. Les clients l'adoraient, les chefs l'adoraient, tout le monde l'adorait. Et en fait, il avait fait rien en études. Il n'était pas ingénieur. Il était juste très fort parce qu'il était passionné de ça. Il s'était formé. Il avait fait, je sais pas, un petit truc, mais vraiment, il n'avait pas d'études. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ça n'a rien à voir avec le titre. Ça, je l'ai appris là. Et en fait, oui, le titre, ça peut te servir au début pour rentrer avec un plus gros salaire dans quelques boîtes ou des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, ce qui compte, c'est ce que tu as fait, ton expérience. Et franchement, moi, je m'en fous. D'ailleurs, j'en ai connu des ingénieurs que je me suis dit, bon, toi, t'es ingénieur, toi. Et que c'est même mieux, arrête. Et des gens qui étaient, franchement, qui avaient fait comme Audrey, quand je l'ai connue, moi, je voyais les choses qu'elle parlait, ce qu'elle faisait et tout. Elle était dans une boîte comme la mienne, alors qu'on était à peu près au même niveau. Moi, j'avais plus d'expérience, mais et franchement, je m'en fous en fait. Donc, ce qui compte, c'est l'expérience qu'on peut faire. Si tu sais faire, le titre, on s'en fout. Et moi, j'ai rencontré que de la bienveillance. Alors, peut-être que tous les gens sont gentils autour de moi, mais non, vraiment. Enfin, si. J'ai eu une expérience un peu violente, mais c'était par une agence de recrutement. Qui m'a dit que comme j'avais pas le titre d'ingénieur, il fallait que je baisse mon salaire et que j'apprenne à coder plutôt que de vendre mon expérience à côté. Mais c'est vraiment et c'est une agence de recrutement, c'est pas mon équipe ni les gens que je peux rencontrer à Paris RB. Et enfin voilà. Donc la chose que je pourrais juste rajouter, c'est que notre expérience à nous qui sommes reconvertis et depuis longtemps, c'est que en plus de connaissances informatiques peut-être un peu limitées au début, on apporte vraiment autre chose au métier. On apporte une autre vision, je sais que moi je suis à un poste dans l'entreprise et je suis à ce poste-là parce que j'arrive à parler aux commerciaux et à faire un petit peu la liaison en fait entre les commerciaux et le technique. Voilà. Et donc ça je l'ai pas dit dans ma présentation parce que j'étais un peu stressée, mais c'est quelque chose en plus en fait voilà, c'est ouais. Pour le coup, moi j'irais beaucoup dans son sens aussi. En fait, on parle beaucoup, il faut être très technique. En fait, alors ça va fonctionner, moi, dans mon domaine, mais en fait, je vous ai entendu parler, c'est exactement la même chose. En fait, on travaille en équipe et en communauté aussi. Donc, en fait, les forces de chacun
vont compenser la faiblesse des autres et en fait, on va tous avancer comme ça. Donc, il va y avoir une notion de bienveillance parce qu'en fait, quand on va arriver, on va montrer qu'on en veut. Et en fait, on a une problématique de légitimité, mais en fait, c'est nous allons nous la poser aussi. C'est-à-dire que la personne, quand on va arriver et dire, bon bah voilà, moi je suis là, alors vous vous êtes reconverti, mais moi en fait j'ai changé, on m'a même proposé, en fait on m'a tiré en disant, toi tu sors de là et puis on t'emmène. En fait, il y a des personnes qui vont reconnaître aussi nos talents. Et ils vont reconnaître aussi quelle valeur on va pouvoir apporter. Et c'est rigolo parce qu'en fait, avec tout ce qu'on a pu dire, en fait, aucune ne s'est concertée. On n'avait pas vu la présentation les unes des autres, mais c'est vraiment ce qu'il en ressort, en fait. On va montrer la curiosité, on va montrer qu'on a de la niaque, on va montrer qu'on aime communiquer. En fait, ça, c'est ce qui fait qu'on est là, qu'on est bien dans ce qu'on fait et qu'on va venir nous voir et qu'on va nous intégrer aussi. Enfin, il n'y a pas de... À partir du moment où on a cette partie-là, l'intégration devient beaucoup plus facile parce qu'en fait, c'est les valeurs qui vont être importantes, c'est pas ça, d'une certaine manière. On va prendre peut-être une dernière question. Ouais. Merci à toutes. Moi, j'ai une question plus pour celles qui se sont reconverties. J'ai vu qu'il y en a qui travaillaient en freelance, d'autres qui sont dans des sociétés. En fait, je me pose la question de l'insertion pour la première expérience après la reconversion. Est-ce que c'est difficile de mettre le pied à l'étrier, de trouver des premiers clients quand on est freelance? Enfin, voilà, votre retour d'expérience là-dessus, quoi. Tu veux commencer? Donc effectivement, ça, je l'avais en brainstormant avec moi-même pour faire la presse. Je m'étais dit que j'en parlerais et j'ai oublié. C'est l'émotion. Moi, ce qui m'a aidée au départ, clairement, c'est mon réseau. Et l'avantage, c'est que j'avais pas besoin d'avoir beaucoup de clients parce que je touchais le chômage et que j'avais un impératif de formation qui était gigantesque. Donc, il me fallait juste un petit client au départ pour commencer. Et ça, je l'ai vraiment trouvé autour de moi, dans mon réseau déjà existant, donc auprès de gens qui me faisaient déjà confiance dans la vraie vie. Et ça, c'est une clé. Enfin, pour obtenir un contrat, il faut que quelqu'un nous fasse confiance. On peut nous faire confiance parce qu'on connaît notre boulot. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait des sites, qu'on met nos références, qu'on machin. Ou on peut nous faire confiance parce que dans la vie, on nous fait confiance. Et moi, c'est ça que j'adore dans mon métier et en tant que freelance, en ayant mon agence, c'est que l'humain et le professionnel se croisent en permanence. Je ne travaille pas avec des gens qui me saoulent. Quand quelqu'un m'a énervé ou quand quelqu'un humainement ne me stimule pas, ne me satisfait pas, je sais que je ne rebosserai jamais avec lui. Donc... pour te répondre, si toi c'est ta situation en ce moment, réseau, sors, dis aux gens que tu es en train de faire ça, montre que tu as de la niaque, montre que tu es en train de te lancer là-dedans, que tu es super contente et que voilà, et franchement ça tombera. Les mails à répétition avec je fais ça, j'ai une agence, machin, j'ai pas encore de référence, machin, ça marche pas. Mais ton réseau, les gens qui te font confiance déjà dans la vie, c'est la première clé. Et après, eux parleront de toi. Et après, ceux à qui ils en ont parlé, qui ont bossé avec toi, reparleront de toi. Moi, aujourd'hui, ça fait 3 ans, j'ai jamais fait de prospection. Je touche... ça, on va dire que c'est du bois. Je touche du bois pour ne jamais avoir à en faire parce que franchement, je serais nulle. Parmi les choses qui ne sont pas mes forces, il y a le commercial. Je suis nulle. Mais pour l'instant, tous mes clients m'ont recommandé à d'autres. Mes activités associatives m'ont fait rencontrer d'autres gens et du coup, ça m'a dégoté des contrats. Bien payés, pas bien payés, mais des humains géniaux, des projets super. Donc, réseau. Du côté back-end et juste après formation très courte, je sais qu'au wagon, il y en a qui ont trouvé un CDD, un CDI tout de suite. Je sais aussi qu'il y en a qui travaillent en freelance et qui sont un peu dans la même dynamique qu'Alix. Mais moi, mon but, c'était vraiment, au cours du wagon, ça a été vraiment une découverte par rapport au code. Et du coup, il fallait que j'apprenne et que je continue à apprendre et que je continue à progresser. Et le cadre dans lequel je voulais le faire, c'était dans une équipe développeur. Et c'est pour ça que j'ai fait 6 mois de stage. Pourquoi équipe de développeurs ?
parce qu'il y a toujours des gens plus compétents que vous qui ont pas mal d'années d'expérience et qu'il y a vraiment cette relation d'apprentissage en fait. Du coup, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre, quoi. Équipe de développeurs, développeurs plus âgés, plus expérimentés, qui pouvaient faire de la transmission et m'accompagner, quoi. Je dis pas que j'ai été utile à Agorize les 2 premiers mois, mais après 2 mois, j'ai pu décharger le lead dev sur pas mal de questions et voilà. Alors moi, je vais vous donner une vision un petit peu différente puisque je suis plutôt un ingénieur back-end, un développeur back-end. Je fais pas beaucoup de web. En fait, la plupart du temps, il faut me menacer pour que j'en fasse. Jusqu'à ce que j'arrive dans la startup, là, c'est différent, c'est moi qui ai choisi. Mais donc, j'ai plutôt, je vous le disais pendant ma presse, j'ai plutôt un profil qui est proche de Katia en termes d'expérience. Donc c'est vrai que, voilà, j'en ai touché un mot à la fin de la première réponse. Moi, ça a été un problème, le diplôme, c'est vrai. Le titre professionnel niveau 3, il plaisait pas beaucoup. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai postulé dans 3 sociétés. La première ne m'a pas répondu. La deuxième m'a fait venir et à la fin de l'entretien RH, on m'a dit « Votre profil ne passera jamais, mais je voulais tellement vous rencontrer. » C'était fantastique. Et la troisième m'a recrutée. Elle a fait le pari. Alors, au passage, elle m'a recrutée par le réseau, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'avait vu en conférence, qui m'a conseillé, etc. Voilà. Donc le réseau, clairement. Là où moi j'ai fait le choix de ne pas en parler dans la présentation, parce que tout simplement, j'espère que ça, c'était il y a 6 ans, et que si j'ai peut-être servi à quelque chose, c'est à enfoncer ce genre de porte dans ma société, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, ma société recrute des gens qui viennent de 42. Donc des gens qui n'auront jamais un beau diplôme Bac+5 bien formaté, tout ça, tout ça. Des gens qui vraiment codent parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils sont passionnés. Donc, j'ai envie de vous dire que, parce que je l'ai eu aussi le coup du bah écoute, non, on veut vraiment t'avoir dans l'équipe, mais tu comprends, avec ton diplôme, on va pas te payer plus que ça. Bah, j'ai envie de vous dire que si vous tombez sur des gens comme ça, ne travaillez pas avec, et puis c'est tout, parce qu'il y en a d'autres qui se montreront plus intelligents, qui feront le pari, et qui probablement seront des gens beaucoup plus intéressants à travailler avec que les autres. Merci beaucoup encore à vous toutes. Je pense qu'on peut vous applaudir bien fort pour cette soirée. Pour finir, je vais laisser juste Charlotte dire un mot de conclusion très rapide. Merci Audrey. Bon, j'espère que ça vous a plu. Globalement, vous avez l'air ravis. Un petit passage sur la fin. Merci. C'était exceptionnel. Moi, je me suis éclatée comme une folle. J'ai ri. Il y a eu des moments d'émotion. C'était vraiment très, très humain et je vous en remercie. Je pense que vous avez démystifié effectivement la programmation. Félicitations. Merci pour nous toutes et tous. C'était vraiment exceptionnel. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que demain, il y a une journée exceptionnelle qui se tiendra chez Criteo de 10h à 17h. L'entreprise va ouvrir ses portes aux participants et participantes de l'ADA Week. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, venir interagir avec toutes les équipes techniques de la recherche, du développement, de l'innovation. Il y aura des séquences de mentoring. Je vais me pencher 30 secondes quand même pour vous dire un petit peu qui y aura, parce qu'ils ont créé des panels d'intervenants. Ils ont fait venir des gens de l'extérieur. Ils viennent de me communiquer en fait le programme définitif. Du coup, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de vous en parler. Alors, donc il y aura Laure Nemi, qui est CTO de Litchi. Il y aura des gens de chez Criteo. Il y aura une présentation des Duchesses, que beaucoup d'entre vous connaissent, je crois. Il y aura Gaël Bourven, qui est product director de Ulink. Et il y aura des séquences de coaching. C'est un programme qui est, je pense, qui vaut vraiment le déplacement pour celles et ceux qui sont libres demain. Je vous encourage à vous y rendre. 10h, 17h, si vous n'êtes pas inscrit, si vous décidez d'y aller au dernier moment, c'est pas dramatique. Je serai là-bas, donc vous dites c'est de sa faute. Ok, merci à tous. Et puis peut-être un pot là derrière, non, c'est ça? Ok. Ok, bonne soirée.